Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La clé de la voix est en association avec la Maison de la Voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoix@gmail.com. Pour le dernier épisode de l'année, j'ai souhaité mettre à l'honneur un groupe corse cher à mon cœur. Jacques Coulioli et Don Mathieu Santigne, deux des membres du groupe Arapa, nous racontent dans quel contexte le chant est entré dans leur vie pour véhiculer un message identitaire et militant. Nous revenons sur leur apprentissage basé sur l'écoute et la tradition orale, les pièges à éviter pour ne pas aller au-delà des limites de sa voix, ainsi que sur la motivation dont a fait preuve Jacques Coulioli, se rendant à l'autre bout de la Corse chaque semaine pour prendre des cours de chant, ce qui lui a permis d'étendre considérablement le registre de sa voix. Nous parlons de la communication au sein du groupe et avec les spectateurs pour briser la frontière entre la scène et le public. Don Mathieu et Jacques évoquent l'interprétation pour s'accaparer le texte avec leur vécu. Car avec Arapa, chaque note est chargée de sens et d'émotion. Tout en continuant en parallèle d'exercer un autre métier, la musique les a fait voyager aux 4 coins du monde, de la route de la soie jusqu'à Chicago, allant même jusqu'à remplir l'Olympia. Nous écouterons leur 6e album éponyme qui vient de sortir. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jacques, bonjour Don Mathieu. Bonjour Clémentine. C'est un plaisir de vous avoir dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien me raconter individuellement comment le chant est venu à vous dans votre enfance ou dans votre adolescence? Est-ce qu'il y a eu un souvenir que vous aimeriez nous partager? Le premier souvenir, ça fait une dizaine d'années. Mes parents recevaient des frères, sœurs, cousins, enfin de la famille. Donc on allait, moi une fois dans l'été, on allait au cabaret, quoi. Donc c'était le roi Théodore à l'époque, à Porto-Vecchio. Je voyais ces gens qui chantaient, qui jouaient de la guitare, qui étaient heureux. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, mais bon, c'est souvenir d'enfance, premier souvenir. Le souvenir plus structurant, c'est j'ai 12 ans, ma sœur a 6 ans de plus que moi, elle est à l'école normale. Et donc elle arrive avec des disques de Kant, dont Tiens-moi poésie. Le premier titre est Malconsiglio, qui est une chanson extrêmement populaire et connue aujourd'hui de Jean-Paul Paulette, mais qui au moment de sa sortie, pour moi, c'était vraiment un choc parce que on était habitué à la chanson aussi légère, à Touriste, etc., qu'on entendait chanter comme ça, La Boudeuse et Solenzara pour ne pas les citer. Et donc là, pour moi, c'était un choc parce qu'il y avait d'un côté ces chants traditionnels de montagne qui n'étaient pas les miens directement, puisque moi je suis de Porto-Vecchio. Et en fait, donc il y avait cette surprise-là d'une technique de chant traditionnelle que je ne connaissais pas du tout, mais Malconsiglio, en termes de composition, de mélodie, de paroles, de puissance du texte, j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc je pense que la grande séduction a commencé à cet âge-là. Et après, évidemment, à l'adolescence, les choses se sont accélérées. Alors le chant dans la famille, c'est quelque chose qui s'est transmis, mais je dois dire que mon pauvre père chantait souvent. Il adorait fredonner, il adorait chanter, il avait une voix mélodieuse. Je l'aurais classé surtout dans les chanteurs de charme. Ça m'a inspiré. Les autres ont découvert que j'avais une voix plutôt intéressante. Donc j'ai continué à chanter. Alors figure-toi que pour la petite anecdote, la première chanson que j'ai apprise, ça a été Le Parrain. D'accord, Parla più piano. Parla più piano, mais je ne connaissais pas la version à l'époque. Tu sais, quand j'avais 10-12 ans, on parlait surtout de chanteur à texte, chanteur à voix, les chœurs, on parlait des compagnons de la chanson qui étaient omniprésents dans la vie quotidienne de tout un chacun. Et ils chantaient Le Parrain. Moi, cette chanson m'avait beaucoup plu. C'est une mélodie qui est connue dans le monde entier et qui plaît à tous. Et ensuite, je me suis intéressé un peu plus à son origine. Et après, ça a été A Strada di Roma, la chanson de John Baez reprise par Canto Popolo Go, dont Mathieu et moi, nous avons
ont été très influencés par ce Riacuis, donc ces groupes qui sont nés dans les années 70, notamment Canto Popologo, c'est comme le disait Don Mathieu, pour ne pas le citer, Jean-Paul Paulet, qui a composé de très belles mélodies et qui a écrit de très beaux textes. Donc nous avons à peu près le même âge. Nous avons baigné dans cet environnement de groupes du Riacuis, de groupes comme Kant, et ensuite il y en a beaucoup d'autres autour, dont on pourrait parler, bien sûr. Donc la Strada di Roma a été le chanson d'Antoine Chose, parce qu'Antoine Chose, à l'époque, avant que ne naissent ces groupes culturels, parce qu'il y avait vraiment un besoin de reprendre le flambeau de cette culture qui était en train de mourir, et ils l'ont très bien fait, d'ailleurs, avec des chanteurs dont beaucoup, malheureusement, ne sont plus là aujourd'hui. Le dernier en date, c'est Petru Guelfucci. C'est des gens qui se réunissaient et qui apportaient leur pierre à l'édifice de la culture, selon les micro-régions, selon ce qu'ils avaient appris, parce que le chant corse, tu le sais, est une transmission orale. Moi, je vais te parler du cas, alors on parle des polyphonies, mais je vais te parler du cas de mon grand-père, Braboutou Liguer, qui était un chanteur qui chantait surtout en monodie. Et ces gens-là connaissaient leurs textes par cœur à un âge avancé, parce que toute leur vie, ils ont appris les chansons de façon orale, pas autrement. Et surtout qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas écrire le corse, qui n'écrivaient pas, et donc il fallait absolument que cette traduction se transmette oralement, ce qui a été le cas de beaucoup de chanteurs. Donc ça leur a permis de développer une bonne mémoire auditive. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, je m'inclus dans ces chanteurs aujourd'hui qui lisent les chansons, et la plupart du temps, on ne prend pas le temps. Notre mémoire auditive fonctionne certainement moins bien qu'elle pouvait fonctionner à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était de façon naturelle et ils n'avaient pas le choix. Voilà. Donc il fallait, quand ils chantaient, ils connaissaient les chansons. J'ai des enregistrements du Braboutou Liguer, donc mon grand-père, où il a 80 ans, c'est enregistré en 63, où toutes les chansons qu'il va enregistrer dans les Fonquilici sont des chansons qu'il retient. Il n'y a aucun pupitre, aucun classeur à l'époque. Tout était en mémoire et jusqu'à la fin de leur jour. Oui. Vous avez eu cette envie à l'adolescence de mettre vos voix sur le devant de la scène pour transmettre des valeurs ainsi qu'une identité. Ce qui m'a donné l'envie de chanter, je dirais, ce qui a accompagné en fait le Riacuis, c'est-à-dire le mouvement, je dirais, qui était incarné à l'époque, par la CCN et puis après des mouvements politiques qui structuraient un discours qui n'était pas celui de mon enfance. Et ça, c'était une découverte aussi. Jacques parlait de Thiozzi. J'ai souvenir aussi de Thiozzi dans la cassette, dans la voiture de mon père. Et j'étais bercé par Thiozzi aussi. Mais Thiozzi, justement, c'était un conteur. Et il racontait des histoires en corse, en français. Entre chaque chanson, il y avait une explication. Et il nous berçait de beauté et de poésie. Et même lorsque c'était de la violence, elle apparaissait de manière poétique. Et avec Kant, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'avec Kant, avec les Tiamadialesi derrière, etc., en fait, on sent qu'il y a un autre discours. Il y a un autre monde derrière tout ça. Et cet autre monde-là, on le découvre à l'adolescence. On le découvre à l'adolescence, dans les mouvements de lycéens, dans les mouvements politiques, les manifestations, les revendications. Et je dois dire que moi, je n'ai pas chanté au début pour faire carrière. Je chantais pour accompagner ce discours, pour être moi aussi un porte-parole d'une conscience corse, nationaliste, qui avait des choses à dire. Et puis en même temps, quand on est adolescent, on a des choses à dire aussi pour soi-même, quand on veut être un homme. Donc quand je voulais être un homme, je voulais être un corse. Et donc ça se passait par le chant. Voilà, toute cette passion-là s'est véhiculée comme ça. Et moi, j'ai commencé à chanter comme ça. Puis après, j'ai commencé à faire des animations avec le pauvre Antoine Albertini, qui est parti en 2006. Mais au début, on chantait en cabaret, on chantait dans la marine de Bonifacio. Mais on faisait des animations, mais avec encore cette idée de faire passer un message. C'est-à-dire qu'on ne chantait pas de la variété internationale, on chantait que du corse, et on chantait, la plupart, c'était les chants engagés. Et donc, voilà, en gros, on accompagnait ce discours-là, compris dans le monde touristique, voilà. Et c'est comme ça que moi j'ai traversé, je dirais, une grande partie de ma vie de chanteur. Il a fallu qu'arriver en 2000, on en chantait ensemble avec Jacques avant, et Jacques venait chanter avec Antoine et moi, il chantait de son côté, mais Jacques a eu plus une carrière de groupe, il va en parler. Moi non, j'étais pas en groupe, j'étais comme ça en petite sono, on était deux, on était trois. Au début il y avait Jean-Charles Pape avec nous, on était trois. Et voilà, on faisait des animations, mais avec cette idée de toujours et quand même de faire passer un message, même lorsque celui-ci pouvait être mal compris, parce qu'évidemment, selon où on chantait, ça pouvait être plus ou moins apprécié. Je rejoins Don Mathieu sur ce qu'il vient de dire. Autrement dit, il faut savoir que les chanteurs d'Arapa sont des personnes qui ont un travail. Et parallèlement, ils essayent de défendre une culture par le chant. Donc ce sont deux mondes différents. On a notre monde à nous, c'est-à-dire le monde de notre profession qui n'est pas celle de la chanson. Et puis, évidemment, la chanson qui est une passion
C'est un parcours de militantisme. Les groupes à l'époque étaient surnommés des politico-culturels. C'était une époque où, tu sais, la Corse a connu des moments très difficiles. On en connaît encore maintenant, mais en tout cas sur le terrain, il y avait des actions assez violentes. Les gens, le peuple corse, les Corses, s'identifiaient beaucoup au groupe et à leurs chansons. Je reviens encore à Canta Popolo et par exemple Itiamali Alesi. À cette époque-là, beaucoup de groupes sont nés de cette volonté de défendre une culture. Mais la grande majorité des chanteurs qui ont contribué et qui contribuent encore à ces groupes-là sont des chanteurs qui vivent certains de leur passion, d'autres non, mais qui essayent de défendre par le biais du chant une culture que l'on tient à défendre à tout prix, parce que ça fait partie aussi de notre vie. Mais tu as quand même eu un parcours à la fois dans les groupes, dans différents groupes, et un parcours solo aussi. Alors, concernant le parcours personnel, c'est un parcours, faut savoir que quand j'avais 12-13 ans, je chantais, et puis je fais partie, comme toi, comme beaucoup de Corses, d'une diaspora à l'époque. Cette Corse qui était dans notre cœur et à laquelle on pensait tous les jours. Moi, j'étais à Marseille, comme beaucoup de gens de ma famille, et j'ai voulu, dès que j'ai pu, je suis revenu en Corse, parce que je ne voulais pas rester à Marseille, qui était, même si c'est une ville très imprégnée par la présence des Corses depuis des années, j'estimais qu'il fallait que je rentre chez moi, parce que c'était chez moi que je me sentais le mieux. Et je suis rentré, j'ai appartenu à un groupe qui était en pleine restructuration, c'est le groupe Isordienti, qui est né à Muratedo, fondé par Nathalie Wall, qu'on ne présente plus. J'ai eu la chance aussi de pouvoir, quand il y avait des temps morts, de pouvoir chanter avec le Chœur d'Homme de Sartène, ce qui m'a permis de voyager. J'ai même fait un petit parcours avec les nouvelles polyphonies corses. Et en 98, nous avons fondé un groupe, c'était pas du tout prévu, mais nous avons été appelés pour chanter dans une pièce de théâtre qui avait été mise en scène par Jérôme Savary, et j'ai fait la connaissance d'autres chanteurs, des chanteurs qui étaient disponibles justement pour pouvoir partir à Paris durant 3 mois, une aventure qui a duré en fait 6 mois. Et là, nous avons créé un groupe que l'on a appelé tout simplement Corsica, parce qu'on a été pris un peu de court. C'est Jérôme Savary lui-même qui nous avait demandé, chaque fois qu'il faisait une émission, qu'il présentait sa pièce de théâtre, il disait, les gars, moi je peux pas chaque fois mentionner vos noms, trouvez-moi un nom de groupe, et on a dit, écoute, on était à Paris et on a voyagé, ce qui nous a permis de voyager dans toute la France et au-delà. Nous avons même participé pendant une semaine, on a été invité par Fuji au Japon, on a chanté au Japon. Voilà, donc j'ai eu cette chance de pouvoir parcourir la chanson corse et la culture à travers d'autres groupes. Et en 2000, j'ai fait la connaissance, environ 30 ans, de Don Mathieu et d'Antoine, que je voyais jouer, qui faisaient les animations. Puis je me suis rapproché d'eux, j'ai écouté ce qu'ils faisaient, j'ai voulu chanter moi aussi, faire des animations, ce qui a été le cas, mais sans pour autant m'éloigner de la culture proprement dit, c'est-à-dire par le biais du militantisme, du groupe et de l'implication un peu plus parallèlement aux animations que nous faisions. C'est pour ça qu'avec Don Mathieu, on a créé le groupe Arapa. Le groupe Arapa est né comme ça, et en 2000, nous avions pour objectif d'échanger avec d'autres groupes ou chanteurs solos venus d'autres régions ou du monde ou de France ou ailleurs, parce que la France est assez libre, est assez vivante de ses cultures. On peut parler des Basques, on peut parler des Bretons, etc. Et nous avions invité d'ailleurs un chanteur basque, Benyat Achari, et nous avions fait venir des musiciens de Transylvanie avec lesquels j'avais travaillé, et avec Jean-Paul Paulette, nous avons créé la Cantata Corsica, et ainsi que Arapa est né, et puis depuis sa création, il suit un parcours assez intéressant, et nous avons eu la chance, nous aussi, de pouvoir chanter et participer à des festivals, aller dans des endroits où on n'aurait jamais imaginé aller, c'est-à-dire l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, on est parti à Chicago. Donc ça nous a permis de voyager aussi, et puis nous avons fait 6 albums, dont le dernier vient de sortir. Et nous sommes en préparation, prochaine tournée cet été, et d'un prochain album. Qui les intéresse et qui les concerne, est-ce que ça vous est déjà arrivé, notamment l'été où vous chantez beaucoup, de devoir vous produire sur scène alors que vous étiez malade, avec une laryngite par exemple? Comment faites-vous dans ces cas-là? Et c'est une longue histoire, bien sûr. Il y a de tout, on a vécu ça. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On souffre parce qu'à la fin du spectacle, les gens le disent c'est bien. Lorsque tu leur dis je vais très mal à la gorge ou j'avais la voix fatiguée, ou ah bon, on n'a pas entendu. Alors donc c'est bon signe d'un côté, ça veut dire que quelque part on maîtrise quand même. Mais bon, le fait est que des fois il faudrait pouvoir annuler. Mais lorsqu'on est engagé, là aussi c'est le sens du devoir. Nous sommes des gens de devoir. Donc une fois qu'on est engagé, à part si vraiment c'est impossible. Sinon, on essaye d'être là, ne serait-ce que pour les autres membres du groupe. Par rapport à Jacques, si je viens pas à un concert, c'est que vraiment, je peux pas faire autrement. Mais sinon, je vais venir quoi qu'il arrive. Et pour anecdote, je me souviens avoir chanté après une sinusoscopie. Donc, j'avais les mèches dans le nez et t'es obligé de chanter.
et je chantais avec les mèches dans le nez. Ah, ça c'est une fois. Une autre fois, j'étais plus jeune encore. On m'avait opéré une hernie discale et j'étais en rééducation à Aubagne. Et il leur manquait un chanteur au son et guitare à Marseille. Ils sont venus me chercher et je suis monté dans la voiture, alors allongé dans la voiture parce qu'il fallait pas que je sois assis par rapport à mon dos. Et donc j'ai fait 2 heures au son et guitare et ils m'ont ramené. Et le lendemain, évidemment, j'ai continué ma rééducation comme si de rien n'était, mais le corps médical n'était pas au courant que j'avais fait. J'étais parti dans la nuit. Donc ça, après c'est personnel. Certains vont dire oh là là, si on a mal à la gorge, il faut pas chanter, il faut pas forcer dessus. Nous ne sommes pas justement des professionnels. On a fait beaucoup d'abus, à chanter beaucoup plus longtemps que ce qui est raisonnable. À un moment, on dit là, la voix, on doit chanter 1h10. Nous ne sommes pas professionnels dans la structure. C'est-à-dire que nous, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous avons un travail et nous chantons à côté. Par contre, dans ce que nous faisons, essayons de le faire de façon professionnelle. Je vais aborder 2 thèmes. Alors, la technique vocale. La technique vocale, c'est quelque chose dont chaque chanteur, et jeune notamment, devrait s'enrichir. Parce que chanter tous les jours, vouloir faire, il y a des jeunes qui veulent en faire leur métier, et pourquoi pas, c'est très bien. Mais devoir chanter tous les jours de façon professionnelle, il faut impérativement avoir un minimum de technique. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a un jeune qui m'a demandé des conseils, parce que justement, il a dit au bout d'une chanson, je n'arrive plus à chanter. J'en connais un autre de jeune à peu près du même âge, qui est très proche de moi, il fait partie de la famille, c'est la même chose pour lui. Donc ce n'est pas si facile que ça. Alors, je leur conseille déjà, avant d'aller chanter, essayer de se reposer parce que le sommeil est très réparateur pour la voix, déjà. Et, si possible, d'apprendre une technique basique qui consiste à savoir que le ventre, le diaphragme, ce sont les fondamentaux du chant. C'est-à-dire que les cordes vocales par lesquelles le son va passer, la colonne d'air, etc., ce sont des mots, je ne vais pas expliquer là ici, parce qu'il faudrait qu'à la rigueur qu'ils aillent voir des professeurs de chant, mais beaucoup de jeunes ont tendance à penser que prendre des cours de chant, c'est systématiquement se lancer vers une catégorie, c'est généralement le chant lyrique, l'opéra. C'est pas forcément pour les chanteurs d'opéra. Non. La technique doit être, et c'est valable pour tous les jeunes, pour tout le monde, et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait monsieur Guy Laquerie à Bastia. Je montais à l'époque de Figuerie. Je passais un quart d'heure, 20 minutes à Bastia, je redescendais pour te dire à quel point j'avais la volonté. Ce monsieur m'a beaucoup aidé, ce qui fait que dans une tessiture d'une voix qui comptait une dizaine de notes, j'ai pu élargir à 2 octaves, voire au-delà. Donc, que ce soit dans les graves ou dans les aigus. Donc, je donne comme conseil à ces jeunes, dans la mesure du possible, s'ils peuvent avoir des gens qui leur donnent des conseils de technique, qu'ils le fassent sans hésiter. Est-ce qu'il y a des exercices de chant ou de souffle qui vous ont aidé, que vous aimeriez partager? S'ils sont dans la micro-région et en fonction de mon emploi du temps, je serai ravi de leur donner des conseils. Attention, moi, que ce soit bien clair. Je ne suis pas professeur de chant, mais je vais leur donner des exemples d'exercices très basiques, mais importants, sans avoir la prétention d'être un professeur de chant. C'est-à-dire que ce que l'on m'a appris, je pourrais le transmettre. Voilà. Après, selon ce qu'ils veulent faire, selon s'ils veulent se lancer justement dans une carrière d'opéra, etc. Là, il y a vraiment des professeurs de chant avec une technique bien spéciale. Et là, il faut pas aller chez n'importe qui parce que on pourrait même se casser la voix. Moi, c'est pour vous donner des conseils, je veux bien le faire très volontiers, il n'y a aucun souci. Si je vois un jeune qui se fatigue et si je peux lui donner des conseils techniques, je veux le faire très volontiers. On peut même se voir éventuellement et je leur dirai voilà comment il faut faire pour pouvoir essayer de chanter sans se fatiguer et pouvoir tenir toute une soirée. Après, il est évident que, chose qui est très simple, qui est naturelle, moins on chante, plus la machine va s'enrayer. Plus on chante, on va chanter tous les soirs. Et si on chante sans se casser la voix avec une technique convenable de façon à ne pas se casser la voix, on peut chanter tous les soirs. Bien au contraire, ça va permettre à la voix de garder. C'est un peu comme une voiture, c'est un peu comme un muscle. C'est un muscle. Il faut absolument chanter le plus longtemps possible. Si on ne peut pas chanter, nous, je vais te dire, au même titre que nous, le confinement nous apportait tort parce qu'on ne chantait plus. On était à la maison, enfermés. On faisait des vidéos pour les amis ou pour transmettre notre volonté de chanter par le biais d'Internet. On chantait, on faisait des petites vidéos, ce qui nous faisait plaisir et ce qui faisait plaisir aux auditeurs. Mais il est évident que moins on chante, et moins bien on chantera. Donc il faut chanter, mais la pratique, mais avec un minimum de technique. Et un répertoire adapté à sa voix aussi. Adapté à sa voix, et puis la respiration, c'est adapté à toutes les voix. Après, s'il y a un chanteur qui veut faire du lyrique, à ce moment-là, il faut qu'il aille voir, qu'il trouve un bon professeur de chant dans les conservatoires. Il y en a qui peuvent leur apprendre et puis les pousser à aller passer des concours. Et voilà, ça a été le cas de chanteurs d'opéra mondialement connus qui ont commencé dans les cabarets, puis qui ont pris des cours. Et... Oui, comme Roberto Alagna. Pour ne pas le citer, par exemple. Après, les conseils qui aujourd'hui peuvent être donnés qui n'existaient pas à notre époque, parce qu'à notre époque, je veux dire, l'apprentissage du chant se faisait par la bringue, justement, puisqu'il n'y avait pas d'école de chant et
Donc on chantait dans les bars. Et en fait, c'était contre-productif parce qu'évidemment l'alcool, ça brûle les cordes vocales. Ah oui. Donc premier conseil, c'est hygiène de vie, du sport. Justement, pour que le diaphragme il fonctionne bien, il faut pas qu'on ait mangé 2 kilos de lasagne avant. Donc à aussi faire attention à ça, à l'alcool. Bon, de manière à, si on est en bonne forme sportive, la voix elle y est. Qu'on a du sommeil. Après, il faut la chauffer un peu. Faut la chauffer. Voilà. Comment vous chauffez votre voix, vous, avant de chanter? Pour éviter de se casser la voix, le mieux ce sont des sons fermés. Le son fermé permet à la voix d'être dans le masque, de faire travailler les résonateurs, puis de fredonner. Monter, la voix va se chauffer, ce qui permet de moins se faire mal. Il y a moins de risque de se faire mal en chauffant la voix. Ça c'est comme une voiture, pareil. Le matin au démarrage, tu prends pas ta voiture et tu pars d'un coup comme ça, tu casses les pistons, tu casses tout. Ouais. C'est pareil. Non mais c'est vrai. Il faut chauffer la voix. C'est un exercice. On chauffe la voix avant de chanter. Il y aura moins de mal que si on ne le fait pas. Voilà. Et ça c'est valable pour tous les chanteurs. Après l'époque, on parlait des époques. Là où ça a changé par rapport à l'époque de ceux qui chantaient au retour du travail, qui vivaient en milieu rural, ils avaient, quand tu regardes les vidéos des années 60 en Corse et partout ailleurs où il y a beaucoup de gens qui vivent dans le milieu rural, il n'y a pas beaucoup d'obèses. La société a changé. Nous avons une alimentation qui nous fait grossir. On a beaucoup de gens qui sont malheureusement obèses, beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont une vie sédentaire. Les jeunes qui chantaient ou les moins jeunes qui chantaient après le travail, les dures journées de labeur, ils avaient cette chance que naturellement, ils se forgeaient un corps solide et qui leur permettait de pouvoir chanter. Voilà. Donc il faut réapprendre ça parce que nous avons, nous, malheureusement, une vie sédentaire. Que nous vivions milieu rural ou pas, nous avons une vie sédentaire. Voilà. Et l'alcool, comme disait Don Mathieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus boire d'alcool. Il faut pas se priver de tout. Si on fume, évidemment, ça n'aidera pas à chanter. L'alcool peut, à la rigueur, peut nous aider à chanter quand on a un peu le trac. À se désinhiber, oui. Et bien sûr, se désinhiber, ils vont chanter plus facilement parce qu'ils auront moins le trac, etc. Donc l'alcool, non seulement le vin rouge par exemple, ou un alcool blanc, ou un whisky, ou un cognac, ou une eau de vie, avant de chanter, c'est très bien. Pour autant, il est évident que, comme disait Don Mathieu tout à l'heure, nous on passait des soirées, on était beaucoup plus jeunes, on chantait et on n'hésitait pas à vider les verres les uns après les autres, chose qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle. Et puis le seul moyen de se casser la voix et d'avoir une voix chevrotante, parce qu'en vieillissant les voix malheureusement elles deviennent un peu plus chevrotantes, c'est plus on boit et plus la voix sera chevrotante. Ça, c'est clair. Ça, c'est un constat, ce qui est fait, le chant. Faudrait faire ce jeu de mots, là. Une route saine, mais avec SCE. Une route saine, ouais, c'est pas mal. Une route saine, on va y penser, route saine. Mais je fais toujours des citations de l'épisode que je poste sur Instagram. Je posterai peut-être celle-ci, on verra. Voilà, une route saine, c'est bon. On te donne l'autorisation. Le copyright. Après, il y a des constitutions plus solides que d'autres. Il y a des gens qui vont fumer et boire et avoir des voix tout aussi puissantes, etc. Mais on sent quand même que le mal est fait, quand même. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas tenir parce qu'ils n'ont pas la même constitution physique. Ça, c'est clair aussi. Vous mettez énormément de cœur dans vos chansons, dans vos interprétations. Techniquement, comment faites-vous pour gérer vos émotions tout en les transmettant au public? Ça, c'est une excellente question. Parce que à plusieurs reprises, alors là, c'est un album c'est que des créations. Le dernier opus, c'est 12 créations. Mais le précédent, c'était un album thématique sur la Grande Guerre que nous avons fait. Bon, c'est Jacques qui est passionné de cette époque-là, mais pas d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire que lui, c'est la souffrance des hommes, ceux qu'ont pu connaître nos ancêtres, ou ceux qui, quel que soit leur pays d'origine, qui ont pu vivre dans l'horreur des tranchées. Et donc, comme approchait le centenaire, il nous a proposé de faire cet album. Et on a mis 2 ans de travail dessus. Bon, parce qu'il y a de tout. Cet album, il y a des lettres de soldats. Il y a un témoignage du grand-père de Jacques qui raconte Saint-Dié, puis après qui interprète comme ça, oralement, je dirais une chanson qu'il avait créée pour Saint-Dié. Mais bon, c'est un enregistrement de 64, donc un document ethnographique. Et puis des créations, et puis des chansons. Bon, ça a été quelque chose de très fort pour nous. Mais au moment de l'enregistrement, et au moment des premiers concerts que nous avons faits, on s'est retrouvés à plusieurs reprises à être débordés par les émotions et finir certaines chansons en larmes. Je sais que pour le centenaire du Chemin des Dames, il y a des photos, on regarde Jacques et moi, on dirait qu'on a perdu quelqu'un, quoi. Je veux dire, on a les yeux rouges de larmes, mais on n'y arrivait plus parce qu'on était submergés par les émotions. Alors, et ça, c'est vrai, bon, et on le ressent, et selon ce qu'on chante, parce que d'abord, on sait ce qu'on chante, et ce que l'on chante, souvent, en fait, nous sommes les héritiers aussi, pas seulement de Kant, des Tiamadélès, des Sourdientes, etc. Au niveau corse, nous sommes héritiers aussi des Ferrat, des Ferré, des Brassens, Maxime Le Forestier, des chanteurs à texte, voilà. Et donc, toutes nos chansons ont un sens. On essaie qu'elles aient aussi une profondeur dans le texte et que les mélodies accompagnent cette profondeur-là. Et donc, il n'est pas rare de se faire submerger par les émotions, surtout dans un contexte particulier. Voilà, la Grande Guerre, c'en était un. Et la restitution de ces concerts-là, c'est quand même assez à la fois puissant et lourd, parce que c'était pas que lourd, c'était puissant aussi, parce qu'il y a aussi une forme d'énergie positive, qui la vie arrive à surmonter tout ça. Mais c'est vrai que c'est très très émouvant. Et lorsque nous chantons, eh bien en fait, on vit ce qu'on chante. Et ça, c'est quelque
quelque chose qui est, pour nous, on a toujours fait comme ça. On l'a fait au début par militantisme, et puis après, quand on a commencé à créer, on crée aussi depuis longtemps maintenant. Donc, lorsqu'on écrit les textes, lorsqu'on compose, en fait, chaque note est chargée de sens et d'émotion. Et c'est ça que nous essayons de transmettre. Parce que ça, justement, c'est un point de vue singulier dans le sens où on le chante en corse, mais en fait, le sens et l'émotion qu'il transporte est universel, encore une fois. Tout à l'heure, dans Mathieu, tu parlais de l'expression orale. Sur scène, vous parlez au public entre les chansons, puisqu'il y a des personnes qui ne comprennent pas la langue des chants que vous interprétez. Vous avez chanté pour des publics très différents aux quatre coins du monde. Comment préparez-vous ce que vous allez dire au public pour que ce soit personnel mais évocateur pour tout le monde ? Tu as dit le mot, c'est évocateur. Au début, lorsque l'on faisait le concert, on expliquait aux gens. Alors évidemment, comme je suis prof, ça faisait la formation, et Jean-Charles aussi, c'était des formations professionnelles, on se retrouvait à faire un cours aux gens, et on s'est très vite rendu compte que c'était chiant, quoi. C'était pas l'objectif. Parce qu'en fait, les gens qui venaient nous voir étaient déjà convaincus. Voilà, c'était plus, on avait franchi un cap, on était en 2006, 2010, il y avait plus de conscience politique à rallumer ou quelque chose. Non, tout le monde était au courant, que ce soit en Corse ou ailleurs, et les gens qui venaient nous écouter, en fait, étaient sensibles déjà à ce discours-là, sur l'identité corse, sur la protection de l'environnement, sur la protection d'une langue qui n'était pas vécue comme un enfermement, mais au contraire, de ce concert des langues du monde, et des cultures. Et donc, c'était des gens qui étaient ouverts à ça. Et donc, on s'est très tôt rendu compte qu'en fait, ça servait à rien, quoi. En fait, on était là dans quelque chose, un exercice qui était pas bon. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux évoquer. Et lorsqu'on évoque des situations, lorsqu'on évoque des sentiments, lorsqu'on utilise des exemples où on va chercher un peu de la poésie du monde, eh bien, chaque spectateur, entre guillemets, ou chaque participant, je sais pas comment le dire, chaque personne qui assiste au concert réinterprète en fait ce message, qui n'est pas un message, comment dirais-je, ce n'est pas un impératif, quoi. Voilà, on évoque quelque chose, et les gens qui sont là en font un peu ce qu'ils veulent, par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à leur rapport au monde aussi, voilà. Et on se rend compte que mais le rapport au monde, on se retrouve souvent sur ce rapport au monde-là, et sur ce que les gens ont vécu, eh bien, chacun réinterprète par rapport à son passé, et on peut avoir comme ça des lectures très différentes de la même chanson, mais toujours chargées d'émotions. Ça fonctionne bien. Alors comment est-ce qu'on prépare ça ? Eh bien, tout dépend du contexte. Toujours pareil, on va chanter en été dans les vignes, et on va essayer d'y mettre quelque chose de festif, parce que, voilà, si on se retrouve dans quelque chose de plus solennel, voilà, par rapport à la Grande Guerre, par exemple, il y aura une autre préparation. Mais l'idée, chaque fois, c'est de ne pas se mettre dans le rôle du professeur, ne pas se mettre dans le rôle du donneur de leçons. On n'a pas passé l'âge de croire qu'on puisse donner des leçons à qui que ce soit. Je veux dire, on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos parts de complexité qui font qu'on fait comme on peut dans la vie, pas forcément comme on veut. Par contre, on sait qu'on peut essayer. On peut toujours essayer de s'améliorer, on peut toujours essayer de faire mieux, de dire les choses mieux, de s'améliorer, voilà, individuellement et collectivement. Et cet exercice-là qu'on essaie de s'imposer, en fait, et que les gens apprécient. Oui. Parler sur scène, ça peut être difficile pour certains. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui doivent prendre la parole en public ou sur scène lors de concerts et qui ont du mal à franchir le cap ? On peut donner notre sentiment, livrer notre sentiment à ce sujet. Je pense que la première des choses, c'est être soi-même, bien sûr. Mais ça, c'est être soi-même tout le temps, dans toutes les circonstances, ce qu'il y a de beau et de mieux, de plus fort. Parler avec le cœur. Voilà, parler avec le cœur. Il y en a qui n'osent pas parler parce que, justement, ils ont trop tendance à écouter des discours qui sortent un peu de l'ordinaire, je dirais. Et après, ils n'osent plus parce qu'ils pensent qu'il faut absolument ressembler à ce que leur texte, leur discours, leur explication ressemble à ce qu'ils ont entendu. Or, non. Il faut expliquer aux gens, tout simplement, et tout le monde va comprendre. Que ce soit un intellectuel ou quelqu'un, le citoyen lambda qui va venir, parce que dans nos spectacles, il y a toutes sortes de personnes qui viennent nous voir, de toutes les classes sociales, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, personnes âgées, etc. Donc, je pense que la façon la plus appropriée de pouvoir atteindre le cœur de tout un chacun, c'est de parler simplement. Donc, s'il y a des chanteurs qui n'osent pas, parce qu'ils disent ce que j'ai à dire, je le dis mal, ça se travaille un peu, bien sûr, mais il suffit de le dire simplement. Voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent expliquer les chansons. Voilà. Par contre, en effet, il faut parler. Il faut pas rester enchaîner des chansons. Bon, une ou deux, ça peut se faire, mais ne pas passer la moitié d'une prestation sans adresser la parole au public, parce qu'il est là. Ce public-là, l'idée, c'est de casser la frontière qui existe entre la scène possible et le public. Parce que lorsqu'on est sur scène, il y a une frontière entre la scène et le public. Lorsqu'on est dans une église, il y a une partie du cœur de l'église. Bon. Et en fait, il faut essayer de casser ça. Il faut essayer de les amener dans le même espace et dans la même émotion, de manière à qu'ils oublient qu'il y a une scène, mais qu'ils sont aussi sur scène, ou alors nous, on est plutôt nous-mêmes dans le public. Et donc, à s'adresser à eux, en fonction du contexte, voilà, évidemment, si c'est plus ou moins solennel, si c'est plus ou moins festif. Voilà. Parce qu'avant tout, en fait, je pense que si on chante dans une langue qu'on ne maîtrise pas, c'est de savoir ce qu'on chante. Et derrière, donc, évidemment, en fonction
fonction du contexte, s'adresser aux gens, mais après aussi utiliser le moindre événement dans la soirée pour le tourner en dérision un peu, ou voilà, pour jouer un peu avec le public, parce que le public a besoin de ça aussi. Pour ce qui nous concerne, nous avons toute une première partie aussi d'un spectacle qui tire un peu des bilans du monde dans lequel nous vivons. Bon, c'est un peu lourd, même si on y veut me mettre de la légèreté. Donc, si on peut, à un moment donné, dès qu'on peut alléger, c'est bien aussi, parce que les gens ne sont pas responsables directement du monde dans lequel on vit, et puis surtout, ils sont sortis aussi pour se divertir, pour se changer un peu les idées, et pas pour continuer à recevoir encore de la négativité. Mais bon, nous sommes comme ça, c'est-à-dire qu'on est obligé, on se sent dans l'obligation de réagir sur certains combats. Lorsque cela se passe, eh bien, on les assume. C'est-à-dire que, par exemple, par le passé, on s'est mobilisé, le groupe, par rapport à un projet de centre d'enfouissement de déchets à Stinge, sur la commune de Bonifacio, et on n'a pas hésité, je dirais, à prendre nos responsabilités à ce moment-là, y compris en tant que citoyen, mais aussi en tant que groupe, c'est-à-dire de porter un message à l'encontre de ce type de projet. Dès qu'il vient de se passer, on a donné la parole à chaque concert à un membre d'une association de l'Alta Rock qui luttait contre un projet de carrière à Vidiané. Qui a été abandonné d'ailleurs, bien heureusement. Voilà, mais qui a été abandonné. Enfin, le préfet a fini par signer l'interdiction de ce projet, mais parce qu'il y a eu une levée de bouclier des citoyens. Et nous, en tant que groupe, nous y avons participé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là aussi, on n'est pas que du rêve. Entre le politique et le poétique, il y a un lien. Nous le faisons, mais nous n'oublions jamais d'où nous venons et où nous voulons aller. Voilà. Et ça, c'est un fil conducteur qui est très important parce que nous ne sommes pas un groupe consensuel. Il y a des gens qui vont regarder un repas, on va dire bon, c'est bien, mais bon, pour qu'ils portent n'est peut-être pas le nôtre, donc on partage pas. Et on a grandi là-dedans, on te le disait tout à l'heure, et c'est notre ADN culturel et puis en tant qu'homme aussi. Aujourd'hui, la Corse a quand même changé de visage. Il suffit d'y venir et de regarder ce qui se passe. Notre discours peut ne pas plaire à tout le monde et peut ne pas plaire notamment à beaucoup de Corses. Ad un gure sbucciato qui, un tisica. Quando la stinsa lo rammaga ad alisciare. Le nostre spalle, cuffia do strano, bramemulla la ilesi. Persa sotto vela di sogni ed è inviato a tante vole un'altra vela di mera uomo di premura nadui un tiviaca siamo marilaca alla tagui un po' ista quando la fa calorella a sbarancare le nostre volte calche non goscia tanti la me a santa bocca di la pena non è feste a storia nasce strappa la bascia chi accega strappa la bascia sbacca la bandera strappa la
Tous les deux, vous êtes l'essence du groupe Arapa qui a géométrie variable. Sur les morceaux diffusés dans l'épisode, on entendra Sébastien Tramogne et Jean-Charles Pape. Vous faites un travail de création sur vos chansons. Dans votre dernier album, les voix se succèdent. Puis il y a aussi des passages harmonisés à plusieurs voix. Lors de vos concerts, on ressent à la fois une tradition liturgique, une influence du chant lyrique, et en même temps, quand vous reprenez certains chants traditionnels, vous perpétuez la polyphonie. Je voulais savoir comment travaillez-vous les arrangements vocaux? Alors il y a justement cette expérience-là qui remonte à notre adolescence, je dirais l'apprentissage du chant polyphonique, que ce soit un chant, je dirais, traditionnel, la pagille. Personnellement, on a commencé à ça, paradoxalement, on a commencé à l'apprendre sur les disques, sur les albums. Mais après, bon, étant étudiant, évidemment, à Corté, Corté n'est pas une ville directement concernée par la pagille, c'est plutôt une ville de mandolines, etc. Mais à partir du moment où il y a l'université, bien, à ce moment-là, dans les bars, du moins dans les bars nationalistes, on chantait la pagille, et puis les bars, ils fermaient pas 2h du matin, donc on chantait des fois toute la nuit. Donc on a, je dirais, l'expérience de vie, qui a fait que cet apprentissage du chant s'est fait. À la même époque, il y avait un groupe chilien qui avait une influence terrible encore, c'était le groupe Quilapayún. Donc c'était lui, par contre, qui maîtrisait non seulement toute cette tessiture de voix, mais en plus avait une culture, je dirais, de musique classique aussi, parce qu'eux, ils avaient été formés à la musique classique. Et donc, il y avait des placements de voix avec des canons, avec des choses nouvelles qui étaient différentes de la chanson corse. C'est ce qu'on connaissait, mais on a fait aussi cet apprentissage-là. Et de manière empirique. C'est-à-dire que bon, Jacques connaît la musique, moi je ne la connais pas du tout. C'est moi, vous me montrez une partition, c'est du grec pour moi. Mais disons que c'est l'oreille. Donc une formation qui s'est faite vraiment à l'oreille. Lorsqu'on a fondé Arapa, c'est vrai qu'au départ c'était une association. Il n'était pas question de faire un groupe au départ. C'est vraiment l'histoire de faire de l'échange culturel. Mais on faisait de l'échange culturel comme on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire sans demander de subventions. Et donc en essayant de rentabiliser par les entrées. On n'était pas des champions de com non plus. Donc bon, on a fait ça de briques et de broc. Mais ça nous a permis de travailler en fait en église. Au début, on interprétait en fait dans l'église des chants traditionnels et puis des chansons que Jacques ou Jean-Charles avaient enregistrées. Bon, ça c'était un peu plus tard. Jean-Charles est arrivé en 2006 dans le groupe, mais c'est vrai qu'à ce moment-là il y a eu un changement parce que Jean-Charles chantait aussi un peu en solo à ce moment-là, et donc on a commencé à interpréter des chansons aussi de Jacques et de Jean-Charles, mais de manière acoustique en église, c'est-à-dire avec deux guitares, trois voix, c'est-à-dire de manière complètement épurée. Et en fait, ça donnait des chansons complètement différentes, quoi. C'est des interprétations qui étaient différentes. Et on a joué sur ces sonorités d'église. Et donc, ça a été toute une première partie d'Arapa qui arrive jusqu'à l'album de Caminante, où on a une formation véritablement acoustique. En fait, on chante dans les églises à une époque où il y a très très peu de groupes qui chantent dans les églises. Aujourd'hui, les églises sont très prisées par les groupes et les chanteurs. À l'époque, non, très très peu. Et nous, on joue justement avec cette acoustique naturelle. Et on avance comme ça jusqu'au moment où on se dit, bon, ça serait peut-être bien de créer pour nous. Là, évidemment, on va changer d'objectif. Et là, en effet, Arapa monte sur scène. Voilà, et c'est un autre chapitre. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les chanteurs qui ont l'habitude de chanter seuls et qui n'entendent pas les contre-chants, les tierces et qui aimeraient chanter à plusieurs voix? Alors, si je prends mon cas, et le cas de beaucoup de chanteurs, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, concernant la musique et l'apprentissage des textes. Je pense que l'harmonie, le fait de trouver d'autres voix, je pense qu'il y a un côté naturel. Il y a un côté naturel. C'est-à-dire qu'un jeune qui va chanter en solo, mais qui n'est pas habitué à chanter en groupe, aura forcément beaucoup plus de mal, s'il n'a pas une bonne oreille musicale, créer des polyphonies. Parce que la polyphonie, elle peut être traditionnelle, comme elle peut être à sa place partout où il y a plusieurs voix, forcément. On a tendance, quand on parle chant polyphonique corse, souvent les gens qui arrivent en Corse, qui veulent écouter des chansons, et chant polyphonique, forcément, ça s'arrête à la polyphonie a cappella, ce qui n'est pas le cas. Mais quand on veut créer un groupe et qu'on a une oreille qui n'est pas trop habituée, parce qu'on a chanté en solo ou on n'a pas l'habitude de chanter, je pense qu'une grande partie de cet apprentissage se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, si possible, quand on entend une mélodie, naturellement, sans parler de solfège, sans parler de musique proprement dit, naturellement pouvoir placer une voix, que ce soit une voix de terce ou une voix grave, une voix de basse, la placer sur la seconde qui, elle, fait la mélodie. Voilà. Moi, j'ajouterais là-dessus, justement, en termes d'analogie, enfin, c'est un peu comme la lecture et l'expression. L'expression orale, l'expression écrite, elle a beaucoup à voir avec la lecture. Un jeune qui ne lit pas aura un vocabulaire beaucoup plus restreint que quelqu'un qui lit. Et quelqu'un qui n'écoute pas de la musique, eh bien, aura une oreille musicale moins fine que quelqu'un qui écoute. Et par rapport à notre expérience à nous, qui ne sommes pas des lecteurs, de musique de partition, parce que pour les lecteurs de partition, c'est une grosse chose. Mais nous qui ne le sommes pas, c'est véritablement l'écoute, je dirais, quasi constante. Jacques me faisait remarquer l'autre jour, il disait, quand on était jeune, dans les voitures, on n'entendait que de la musique corse. On entendait que des groupes. Et bon, en plus, il n'y avait pas profusion, il n'y avait pas les plateformes
plateforme. Donc lorsqu'on achetait une cassette, pendant 6 mois, elle faisait recto verso avant que sorte un nouvel album. Oui. Mais au bout d'un mois, on connaissait toutes les chansons par cœur. Parce qu'on écoutait que ça, pour ainsi dire. Et c'était donc quelqu'un qui est passionné et qui veut progresser. Le meilleur conseil, c'est d'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avant de dire je sais, voilà, et avant de dire je sais, eh ben c'est écouter beaucoup. Et après se confronter. Alors c'est vrai qu'à notre époque existait justement, on chantait beaucoup dans les cafés le soir et les nuits durant. On chantait dans les foires. Il y avait des veillées, il y avait des choses, il y avait un environnement qui prédisposait à ça. On n'était pas dans un monde où il y avait des before et des after. On était dans un autre monde. Donc ça prédisposait non seulement à chanter, mais surtout à écouter. Parce que lorsqu'on se retrouve face à des gens qui ont plus de, je dirais, d'expérience, de capacité, de compétences, des gens que l'on reconnaît parce que ils savent chanter telle ou telle chanson ou tel chant avec brio, qu'on les reconnaît comme tel, eh bien on se tait, on les écoute et on essaye de faire un peu comme eux. C'est ça. En gros, il y a beaucoup d'humilité pour avancer d'un pas. Voilà. Et même lorsqu'on a avancé d'un pas, eh bien on sait qu'il en reste tant et tant, il faudrait plusieurs vies pour arriver à faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais disons que le seul conseil pour moi qu'a donné, c'est vraiment l'écoute, écouter beaucoup. Et quand je dis écouter, c'est pas dire j'attends qu'il finisse pour chanter moi. Non, j'écoute comme il fait, j'écoute les riboucates, j'écoute comment il respire. Il y a une respiration aussi dans le chant. Et on ne chante pas de la même manière le chant lyrique et le chant des montagnes de chez nous. Et nous avons réussi un peu ce mariage-là. Voilà, ce mariage entre le chant traditionnel et le chant lyrique. On fait pas du lyrique, mais bon, Jacques a une voix... On sent l'influence quand même, oui, dans vos voix. Voilà, Sébastien aussi. Oui. Mais en même temps, il y a ce rappel et cette structuration mentale et vocale qui se fait à partir d'un chant traditionnel. Oui, et bien que le chant corse soit de tradition orale, Jacques, tu as eu envie de prendre des cours de chant, tu as même créé ton école de musique. J'avais créé une école de musique à Porto Vecchio avec mes amis roumains de Transylvanie qui avaient un niveau, très très bon niveau, puisque disaient souvent, nous sommes une île latine dans un océan slave. Ils étaient entourés à la fois par la Russie, Moldavie, la Serbie, la Hongrie, etc. Donc ils ont des influences musicales extraordinaires. Ils ont eu l'école russe, l'école communiste russe. Donc quand ils me parlaient de ça, ils disaient nous, on a eu, c'est vrai qu'on a eu le régime communiste qui était très très dur, mais en matière de musique, nous avons eu cette chance. Ils nous donnaient pas le choix. Quand on était bon, quand on était doué, c'était tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et mes amis, grâce à ça, ont pu sortir souvent. Ils allaient faire des tournées mondiales. En partant de Roumanie, c'était parmi, je dirais, ceux qui avaient cette chance de pouvoir quitter le pays à l'époque de Ceausescu et de jouer un peu de partout. Donc j'ai dit, des gens comme ça, chez nous, il en faudrait un peu plus. Il en faudrait un peu plus, pourquoi? Parce que la musique, c'est quelque chose d'universel, tu le sais. C'est quelque chose qui s'apprend aussi. Quand on donne un instrument à un enfant, commence à jouer, il y a deux façons d'apprendre à jouer. Du violon, par exemple. Il y a le violonneux qui va jouer des airs traditionnels, qui sont la plupart du temps qui viennent d'autres pays que la Corse, parce que le violon en Corse, quand on parle de scottish, tout ça, ce sont des airs que l'on retrouve ailleurs, notamment dans le Royaume-Uni, c'est-à-dire que ce soit en Écosse ou en Irlande, et qui a été importé chez nous. Et quand on veut apprendre à un enfant à jouer du violon, à chanter, à jouer de la guitare de façon, en laissant des rien de côté, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire du traditionnel et du classique, comme le disait Don Mathieu, on a les deux influences. À ce moment-là, il faut des professeurs qui soient en mesure de leur apprendre la musique. À l'heure actuelle en Corse, il y a de très bons professeurs. Il y en a, que ce soit à l'école nationale de Bastia ou d'Ajaccio, mais je me permets de dire, et je ne pense pas me tromper en disant qu'on peut les compter sur les doigts des deux mains, Voilà. Donc en Corse, nous avons un bassin de voix naturelle. Il y a énormément de chanteurs, il y a énormément de créations, il y a beaucoup de poésie. C'est un pays qui inspire les jeunes et les moins jeunes. Mais au niveau de la musique, de l'apprentissage de la musique, nous avons besoin de musiciens qui connaissent très très bien la musique, connaissent très bien, qui font corps avec leur instrument. Et voilà pourquoi moi j'avais créé cette école de musique à Porto Vecchio, que moi je voulais, comment dirais-je, comme une école d'excellence où quand on repérait un enfant qui était doué, de pouvoir lui donner sa chance et d'organiser des concours, le faire participer à des concours internationaux. Voilà. Donc, ce qui manque encore cruellement à mon goût ici, c'est on manque de violonistes, on manque de pianistes. Oui, moi c'est vrai. Ma sœur voulait faire du violon, je lui ai offert un violon et j'ai jamais trouvé de prof à Porto Vecchio de violon. Donc finalement, elle s'est mise à la guitare. Parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est ça. Si on a besoin d'apprendre à un enfant, qu'il soit corse ou qu'il soit peu importe d'où qu'il vienne, un enfant qui est doué et qui pourrait être un très bon violoniste, il n'a pas d'autre choix que de partir. Oui. Parce que, où il fait le voyage à Bastia toutes les semaines, il va rester un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, nous avons même le centre d'art polyphonique de Sartène, heureusement, il n'est pas très loin, mais là aussi, il y a saturation. Tu te rencontres dans le bassin de l'extrême sud, Portivet, Bonivaggio, Sartè, Figari, Sot. C'est une région qui a tendance démographiquement à devenir une démographie qui ne cesse de
d'augmenter. Parallèlement, il n'y a pas l'offre. Il y a des demandes incroyables. Tous les jours, moi je peux rencontrer des gens qui vont me dire, Jacques, est-ce que tu connais quelqu'un? Pas plus tard qu'il y a 2 jours, un jeune qui va apprendre à jouer de la guitare. Je lui dis, écoute, va voir avec quelqu'un à Porto-Vecchio qui joue de la guitare. Peut-être qu'il va t'apprendre, mais je pense qu'il n'y a plus de place. Nous avons besoin de musiciens. Nous avons besoin de musiciens. Il y a en Corse beaucoup de maçons, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens. Voilà. Si on veut faire une maison, on va trouver des maçons. Un immeuble, on va les trouver, ils vont venir. Plus de truelles que de violons. Il y a plus de truelles que de violons. Ça, c'est clair. Et moi, ça, franchement, je trouve ça déplorable, parce que ça fait des années qu'on le revendique. Ça fait des années qu'on demande. Les chanteurs qui vont chanter la pagliere, qui est le chant par excellence, ou le tercet, ou le paggio, ou tous ces chants qui font partie de notre patrimoine culturel, traditionnel, dont on ne connaît pas l'origine, la polyphonie de c'est importante. Ils n'ont pas besoin. Ce sont des gens qui étaient essentiellement des gens qui vivaient en milieu rural, qui appartenaient à la terre, qui, quand ils avaient fini de travailler, se retrouvaient, ou une veillée, ou une soirée, ou un bar, ou dans le village, et ils chantaient, avec cette force, parce qu'ils chantaient, se demandaient comment ils pouvaient faire pour chanter. Déjà, c'est des gens, des forces de la nature, donc quand tu es une force de la nature, tu peux chanter plus facilement que des gens qui sont sédentaires, et nous sommes dans une société de sédentaires, c'est-à-dire qu'on est obligé de réapprendre les choses, tandis qu'eux, ils chantaient naturellement, ils se retrouvaient, ils chantaient. C'était comme ça. Après, la polyphonie s'est propagée un peu de partout en Corse, et tant mieux avec le réaccuit, c'est même partie maintenant défendu par l'UNESCO. J'ai travaillé dans mes albums solo avec 3 arrangeurs. Un Thierry Bien-Aimé qui a travaillé avec Henri Dutilleux, l'un des plus grands compositeurs français contemporains. Et ce sont des gens, faut dire aux jeunes aussi, c'est que la facilité et le fait de dire où on chante, on prend la guitare, etc. La musique est un art, c'est un don, c'est un art. Il y a des choses qui s'apprennent, des choses qui sont naturelles. Mais quand il faut une mélodie, de préférence, s'entourer de compositeurs. Parce que la composition, c'est un travail à part entière. La composition, ça ne s'improvise pas. Voilà. Nous, l'album Immémorial avec 21 musiciens, on a voulu faire ça parce qu'on a voulu donner la dimension que pouvait avoir le thème de la Grande Guerre. Il fallait une grande dimension avec beaucoup de cordes, etc. On ne pouvait pas se permettre de prendre 21 musiciens et de ne pas faire appel à un arrangeur. C'est mathématique, c'est comme ça. Et puis même si j'ai fait l'album, par exemple, mon deuxième album solo, Eternise, que j'avais fait à Radio France, j'ai fait appeler à un ami qui est arrangeur, qui a travaillé avec le Chœur d'Homme de Sartène, avec Jean-Paul Paulette, etc., qui est un arrangeur. Et Dieu sait, c'est un peu comme une jeune fille que tu vas mettre entre les mains d'un grand couturier, et puis voilà, elle a beau être belle, elle a beau être une fille bien présente, mais elle sera habillée par un grand couturier. C'est pas mal non plus, tu vois. Voilà. Donc la musique, il faut qu'elle soit habillée par un bon arrangeur. On peut pas la laisser comme ça, c'est beaucoup mieux à mon goût. Donc le conseil là aussi que je peux leur donner, c'est de s'entourer de personnes qui connaissent bien leur métier. Oui, pour sublimer leur voix. Gentiluomo di fortuna, suffio di rivoluzioni, forza nata contro la luna, il inticcio di nazioni, marinaro sciò di vuna, vusti garbo, vusti azioni, marinaro sciò di vuna, vusti garbo, vusti azioni. Via io par compagno, da sti volza poesia, tu malteso guaggio da fagno, fratello di la rasia, d'Irlanda Ocean Fine, di Venezia l'alchimia, di Irlanda Ocean Fine, di Venezia l'alchimia. Corto malte di limani senza segno di fortuna, corto malte di divani, amori persi alla luna, tu viaggi a fior di sogna, con le eroi spirali, tu viaggi a fior di sogna, tra gli organi infernali. Quando il lutto nego sguardo, scontri la strada cinesca, a tonaia tu pardo, missiga per tempesta, ma scontra qua giarazzardo, a magia più funesca, ma scontra qua giarazzardo, a magia più funesta. Ci han buttato per su mondo, ai confini orientali, cercasto pesce tondo, in azzurro va tascari e l'oro di Rugircondo, di riporti di spondari, e l'oro di Rugircondo, di riporti di spondari. Colto malte di rimani, senza segno di fortuna, colto malte di rivali, amori persi a luna, tu viaggi a fior di sagna, con le nuove spirali, tu viaggi a fior di sagna, tra gli morgani infernali.
Gentilomu di scongiura, di cirnunque nobilaggio, manco un tempo di sciaura, ai porti di San Biagio, e istediano ti scura, una via nuto iaggio, e istediano ti scura, una via nuto iaggio. Uto distino strigato, genio di letteratura, in un misterio silgato, posiato bella viura, uto battellarinato, uto sogno in germatura, uto battellarinato, l'uto sogno in germatura. Cortu malte di rimani, senza semi di ventura, cortu malte di rimani, amori pensi alla luna, tu via da fior bisogna, un eroe spirali, tu via da fior bisogna, tra gli organi infernali. Voglio un sguardo affettuoso, non t'hai storie sconfiniti, mi facci voltare giusti pagini indiani citi, tutto è misterioso, in si tempo scururiti, tutto è misterioso, in si tempo scururiti. Tout à l'heure, quand on parlait de la technique vocale, tu as parlé d'aborder les titres, d'aborder les morceaux. Ça dépend ce que l'on chante. La technique vocale, parce que dans un concert, on peut avoir une chanson à voix, comme on dit singulièrement, la chanson à voix, c'est un titre, peut-être une marche où, voilà, la voix, il faut qu'elle soit bien présente parce que c'est l'essentiel. Après, tu vas avoir une mélodie. Quelle que soit la chanson, la technique est quand même importante, même ne serait-ce que pour faire des nuances. Mais ce que disait Don Mathieu tout à l'heure, et là je le rejoins, c'est que l'interprétation, en sachant ce que tu chantes, ton interprétation et ton cœur vont jouer. Le cœur va jouer, c'est la pièce motrice de l'interprétation. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas une grande connaissance de la technique, etc., quand on dit avec quelqu'un, il interprète avec son cœur, il chante avec son cœur, forcément, ça va donner toute la force et sera ressenti par chaque auditeur. Ouais, voilà. Parce que là, le piège, surtout quand on est jeune, c'est vouloir chanter fort, c'est vouloir chanter haut. Et alors, des fois, on n'a pas la tessiture pour. Hein, c'est mon cas. Hein. Moi, j'ai une tessiture de baryton. Bon, je connais aujourd'hui mes limites. Quand j'étais jeune, je semblais ne pas les connaître. Et donc, j'essayais de chanter aussi toujours plus haut. Et puis, au bout d'un moment, moi, je me cassais la voix et on tape une fois dans le mur ou deux. Puis après, bon, on mûrit. Voilà. Mais voilà. Donc, mais personne, il y avait personne pour nous expliquer ça à l'époque aussi. C'est toujours pareil. Hein. On n'avait pas d'aînés, on n'avait pas de... Et en fait, donc, les conseils qu'on peut donner là, c'est de chanter dans sa tessiture, de savoir ce que l'on chante, même si on chante en français, bien, de savoir quel est le sens des paroles. C'est pas juste des mots alignés. Il y a un sens, voire il y a peut-être un contexte de la création. Essayer de connaître l'environnement culturel d'un titre. Savoir pourquoi ce parolier a écrit ce texte-là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Qu'est-ce que ça représentait? Parce qu'encore une fois, on tombe dans l'évocation et cette évocation-là peut nous faire partager ces émotions-là dans d'autres contextes de vie. Mais c'est une manière d'intérioriser ça pour pouvoir l'exprimer. On doit capter l'émotion du titre, se l'approprier aussi, parce qu'on ne va pas le chanter comme la version originale. D'ailleurs, c'est ridicule. Voilà, il faut chanter les choses. S'accaparer la chanson selon son vécu et sa personnalité. Et sa tessiture de voix. Et puis si c'est pas fait pour soi, se dire bon, ça c'est pas fait pour moi. Voilà, et je le fais pas. Ou je fais autre chose. Voilà. Donc c'est ça, il faut aussi trouver des choses qui vont avec. Et lorsqu'ils sont jeunes aussi, 18 ans, l'idée c'est pas de chanter les vieux amants non plus, quoi. Il y a des chansons qui demandent une expérience de vie que l'on n'a pas lorsqu'on est jeune. On peut trouver le titre très beau, mais on aura l'émotion pour la transmettre comme quelqu'un qui a vécu ces choses-là. On peut prendre le cas des émissions de télé où on fait chanter des jeunes de 10-12 ans, car on a l'impression qu'ils ont vécu une vie alors qu'ils viennent de sortir de là, ils connaissent rien. Oui, si chante My Way à 12 ans, c'est un peu ridicule, quoi. Tu vois, par exemple, une chanson qui est très très belle en Corse, c'est À l'Alto Monde, avec des paroles très très simples.
Oui, très touchante. Très Oui, touchante. clairement. Et puis on connaît le parcours de certaines personnes. Il y a un chanteur en particulier qui la chante merveilleusement bien. Ce chanteur, bon, je connais un peu son parcours. J'imagine bien que quand il interprète, c'est en pensant à cet être cher, avec Cher qui a disparu. Et on a tous dans nos familles des gens qui ont disparu. Et donc l'interprétation de cette chanson, elle est personnelle. Elle peut être personnelle. C'est-à-dire que celui qui l'a écrite pour une personne en particulier, mais on peut faire sienne cette chanson-là. On peut peut s'accaparer le texte et le vivre en fonction de son vécu, ça c'est clair. Il y a beaucoup de chansons comme ça avec des textes très simples et que l'on peut interpréter avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de sensibilité. Parce que, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Don Mathieu et moi, un groupe c'est des personnalités. Don Mathieu a eu une approche philosophique qui est différente de la mienne. Il utilisait les mots avec beaucoup de métaphores et justement, quand on enregistre les albums, parfois, je ne comprends pas ce qu'il a voulu écrire. Donc, on s'assoit, on demande et on veut en savoir plus, on veut savoir ce qu'il a écrit parce que des fois, au départ, quand le texte nous est présenté, parfois j'ai du mal à le comprendre. Donc, que ce soit Sébastien ou moi-même, par exemple, demandé à Don Mathieu, quel est sur le plan philosophique, toutes les métaphores sur le plan philosophique, ce qu'il a voulu dire, et il nous explique. Et forcément, on est obligé de passer par là pour pouvoir interpréter une chanson qu'un autre a écrit, parce que voilà, on écrit les textes. Moi, je vais faire une musique, par exemple, je vais dire, Don Mathieu, fais une musique, des fois, souvent, c'est l'inverse. Est-ce que tu peux faire un texte sur cette musique? Ça a été le cas, par exemple, des Chœurs de l'Armée Rouge, pour lesquels nous avons rendu hommage, chanson du dernier album, Piani Lucia. Voilà, il a fait un texte que j'ai de suite compris, ce qui n'est pas le cas de tous les textes, parce qu'il y a une portée philosophique qui est sienne et qui est celle de pas mal d'auteurs en Corse. Et là, il faut absolument demander la trame de cette chanson, c'est important. Ensuite, on prend ce texte à son compte et il y a des images, il y a des personnes, il y a des vécus qui sont les nôtres personnellement et forcément, la chanson va devenir la nôtre. Mais au départ, c'est bien de savoir quelle est la trame de la chanson. Autrement, la force d'un groupe, c'est, étant donné qu'il y a plusieurs chanteurs, on parlait tout à l'heure de la technique, on parlait de la fatigue. Il est évident que les chanteurs qui vont interpréter peuvent être à la fois des interprètes principaux et les chœurs. La plus belle manière de pouvoir faire un groupe, de l'enrichir, de chacun l'enrichit, apporte sa pierre à l'édifice, c'est d'être polyvalent. La polyvalence permet, par exemple, à quelqu'un qui est fatigué d'être remplacé par celui dont la voix est bien. Ça peut arriver, voilà, comme disait Don Mathieu, on arrive un soir, on a une extension de voix. Donc, on essaye de travailler de façon, on va rédiger un peu le programme, le répertoire en fonction de l'état de fatigue et de voix de chacun. Et là, le fait d'être polyvalent, je le dis aux jeunes, le fait de pouvoir chanter en tête, en seconde ou en basse, c'est bien, parce que s'il y en a un qui est fatigué, on prend le rôle. Bon, les chanteurs en solo, c'est autre chose, Mais lorsqu'on chante en groupe, la solidarité, elle est très, très importante. Très, très importante. La solidarité et la confiance. C'est-à-dire qu'on se trompe, des fois, des faux départs. Bon. Et là, justement, la cohésion du groupe elle est très importante parce qu'il faut rattraper en vol, lors de question de s'arrêter en plein milieu ou de recommencer. Donc, il faut rattraper les choses et la solidarité, elle s'exprime justement par le fait que l'autre chanteur va reprendre la voix, ou va l'accompagner, ou va la pousser plus loin. Voilà, c'est des choses qui sont importantes, voilà, qui font la vie d'un groupe qui marche, entre guillemets, voilà, qui ne vit pas dans la confrontation des égos, dans la volonté d'être plus devant, etc. C'est de la volonté, au contraire, d'aider l'œuvre collective, voilà, à l'embellir, à aller plus loin et donc voilà, d'être solidaire, y compris lorsqu'il y a des faiblesses, des fragilités, voire des absences. Voilà, on est des hommes, il y a des soirs où on n'y est pas parce qu'on a une contrariété, une fatigue. Et il faut compenser. Voilà, bon, l'idée c'est de pas être tous les trois contrarié ou fatigué le même soir, mais en général c'est rare. Voilà, je pense que c'est jamais arrivé, mais il arrive que l'un d'entre nous ait un problème, quelque chose, et il faut compenser. Donc la solidarité des deux autres, et sans compter les musiciens évidemment derrière, qui font aussi le boulot. Mais disons que c'est vocalement, il y a des compensations qui se font, voilà, soit avant le spectacle, parce qu'on dit bon, ce soir je suis un peu fatigué, donc tu peux prendre plutôt toi telle partie, etc. Donc ça se prévoit. Mais des fois pendant le concert même, il y a une fragilité et il faut la compenser à la volée. Voilà, et ça c'est la confiance, la solidarité et la connaissance aussi de l'autre, quoi. Des autres chanteurs. Et ça, c'est une force. Bon, ça demande du temps, c'est pas quelque chose qui se met en place non plus en 6 mois, mais ça, par contre, c'est une vraie force. Sur le plan médical, Clémentine, il y a un médicament qui est assez radical, c'est la cortisone. Oui. Ça, c'est s'il y a un jeune ou moins jeune qui doit chanter, qu'il a une extension de voix et qu'il voit que même avec le sommeil, il faut boire beaucoup d'eau, ça c'est très bien, boire beaucoup d'eau. La cortisone, c'est le dernier recours quand on est dans l'urgence, mais ne surtout pas en abuser. Attention, le fait de prendre la cortisone, parce que si on abuse de la cortisone déjà, c'est pas bon du tout pour la santé et en plus le corps va s'habituer, ce qui fait le remède miracle. Il faut que ce soit vraiment de façon ponctuelle. Parliez de vos personnalités distinctes. Qu'est-ce que votre voix révèle à propos de vos personnalités ? Vous pouvez répondre pour vous ou alors choisir de répondre l'un pour l'autre.
La voix et la personnalité, je pense que ce sont liés. Donc après, il y a une façon d'interpréter qui peut révéler une personnalité, c'est vrai. Ça, c'est clair. La façon d'interpréter, la façon de chanter, de la présence, etc. Ou ma personnalité à moi, je pense que je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent, d'assez à la fois impulsif, et ça peut être un bien comme ça peut être un mal. Dans la façon de chanter, dans l'interprétation, ça peut se ressentir aussi. Après, il peut y avoir un peu plus de retenue, de douceur et de contemplation du texte, du chant. Ça dépend le regard. Bon, déjà le texte, il veut dire ce qu'il raconte. Et puis la personnalité de chacun, moi je pense que je suis quelqu'un d'assez revendicatif, assez impulsif. Je dirais pas que je suis un écorché vif, mais notre société m'exaspère. Cette terre qui est en train de se dérober sous nos pieds, moi je parle du foncier, les choses se font sans qu'on en soit au courant. Ce qui nous appartient nous est enlevé. Ça fait que petit à petit, on vit les choses, on s'aperçoit, mais un peu trop tard. Moi je sais que je suis assez tourmenté par rapport à ce que nous vivons actuellement. Alors si je peux parler sur ce sujet-là, j'avais abordé la thématique à l'époque où Jean-Charles faisait encore partie du groupe, et j'avais fait une déclinaison par élément, et chaque personnalité représentant un élément. Alors Jacques évidemment c'était la terre, hein, voilà, mais la terre tumultueuse, hein, comme il vient de dire, il est impulsif, donc c'est pas une terre du repos, Jacques, hein. C'est une terre voilà, tumultueuse, magmatique, capable à la fois de calme et de douceur, par contre pour des beaux paysages, et puis ça peut être un volcan. Et lorsqu'il chante, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il rentre en transe des fois, hein. Lorsqu'on cherche des photos des fois pour publier pour un média ou quoi, on regarde les photos des derniers concerts ou ce qu'on nous a envoyé. Jacques, chaque fois le visage il est torturé par l'expression, l'émotion qu'il met dedans. Il se rend pas compte, hein, mais il est proche de la transe quoi quand il est comme ça. Donc Jacques il est comme ça, c'est une sensibilité très forte, comme vient de dire, hein. Il a un sens de l'injustice qui est extraordinaire, hein, donc il supporte pas l'injustice. Et évidemment, il va réagir puisque s'il la supporte pas, il peut garder ça pour lui. Et donc ça, c'est vrai que bon, ça lui joue des tours aussi, hein. Mais en même temps, c'est aussi un objectif pour lui d'amélioration, c'est-à-dire qu'il sait que c'est là où il doit mettre de l'eau dans son bain, se calmer. Bon, et puis avec l'âge, c'est des choses qui se font, et ça arrive doucement. Et c'est comme ça. Et donc j'avais placé lui, donc c'était la terre, et moi j'étais l'eau, d'un point de vue élémentaire, c'est-à-dire bon, de l'eau qui peut être puissante aussi dans les torrents, hein, je veux dire, mais aussi l'eau qui permet d'avoir un écoulement de temps, quoi, aussi. Donc certains aussi reculent par contre sur les choses, qui fait que voilà, on se baigne pas deux fois dans le même bain, dit Héraclite. Donc se dire bon, une espèce de recul, même si l'engagement est le même, mais en même temps en mouvement, qui se renouvelle. Oui, de renouvellement, en même temps toujours là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un renouvellement pour dire les choses changent, c'est un renouvellement dans la persistance, mais aussi dans ma manière de chanter, je ferme les yeux, très très souvent j'ai les yeux fermés, et en fait je suis dans la chanson, quoi. Donc je me laisse porter. Bon, plus force tranquille dans ces cas-là, ouais, on dira ça comme ça. Et chez Jacques, quelque chose de plus passionné, effectivement. Voilà, c'est ça. Et dans l'intention, et dans ce qu'il ressent, il suffit de le voir chanter, hein. Jean-Charles était plus dans le côté aérien. Jean-Charles continue comme ça, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui prend les choses, je dirais, pas avec légèreté, mais c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours souriant, qui essaie de désamorcer toujours les choses qui lui paraissent un peu compliquées. Voilà, c'est une manière aérienne aussi, et donc évidemment dans son chant, il a donc une manière d'interpréter très aérienne, très solaire, hein, voilà, ce côté-là. Le feu, on se le gardait justement pour l'union des trois voix, quoi. Voilà, elle a déclenché le feu, et c'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec Sébastien Tramoni, qui justement a remplacé Jean-Charles depuis quelques années. Qui a une voix magnifique. Voilà, qui a une voix de ténor aussi, et donc lui aussi, qui peut percer, une voix qui perce les nuages, hein. Voilà, qui est très solaire aussi, sa personnalité, et donc ce mélange-là, on le retrouve. C'est vrai que les trois personnalités, c'est un mélange détonnant, quoi. Lorsqu'on mélange les voix, et qu'on trouve cette harmonie, et cet équilibre entre à la fois les personnalités et les phrasés musicales, peut nous donner des choses, moi, qui nous plaisent beaucoup. Oui, à propos de l'équilibre entre les personnalités, les groupes qui fonctionnent dans le temps, comme vous, ce sont souvent des belles rencontres, il y a des liens qui se créent. Comment garder une belle solidarité? Comment favoriser la confiance et l'envie de partager la musique ensemble, puisque tous les groupes ne tiennent pas sur la durée à cause des conflits, et vous, ça fait longtemps que vous chantez ensemble. Il y a vraiment une alchimie qu'on ressent sur scène. Est-ce que vous avez des conseils? Les conflits, il suffit de les aborder de façon, je dirais, intelligente, dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on connaît chacun nos défauts et nos qualités, et on fait avec. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et on dit les choses. Et on dit les choses. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, on va se retrouver et on va, de suite, il faut crever l'abcès. Le problème des groupes, c'est un côté négatif chez les groupes, c'est que souvent, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, ou alors il y a des micro-groupes dans le groupe. C'est arrivé aussi, j'ai connu ça. Donc, ce qui fait que, forcément, au bout d'un moment, le bouchon de la marmite, il va s'ouvrir. Voilà, ça, c'est clair. Donc, et puis après, s'il y a une implosion au début, ça chauffe, c'est une explosion, on peut avoir malheureusement des côtés très négatifs qui va jusqu'à la séparation, etc. Donc après, reconstruire un groupe quand on a absolument besoin de tous les membres du groupe, c'est assez difficile, parce qu'il est difficile de trouver des chanteurs qui correspondent à ce que l'on fait, et surtout qu'il y ait des chanteurs qui ont les qualités requises pour pouvoir remplacer celui qui est parti. Les implosions dans le groupe, dans tous les groupes internationaux, hein, ça existe, parce que, et en plus nous avons de fortes personnalités, des fois ça clash, mais nous ça peut pas le faire, parce que chaque fois qu'on a eu à parler des problèmes, s'il y a eu des
divergences. On a mis sur la table ces divergences et on a réussi à faire en sorte que les choses continuent à rouler pour le bien du groupe et pour le bien de chacun. On s'est déjà engueulé. Hein. Aujourd'hui, on s'engueule moins parce que, bon, justement, on se connaît vraiment. Parce qu'on est vieux. Non, c'est-à-dire qu'on se connaît vraiment depuis longtemps maintenant. On se connaît depuis longtemps. Mais lorsqu'on se connaît depuis pas longtemps, justement, on n'a pas forcément ces repères-là. On est plein de représentations de l'autre et qui sont pas forcément justes. Et donc, on peut avoir l'impression que l'autre veut se mettre en avant, ou que l'autre est ci, ou que l'autre veut avoir toujours raison. Et en fin de compte, bon, ça, c'est des manières de voir qui évoluent avec le temps. Et c'est comme l'amitié. Et d'ailleurs, ça se structure comme ça. Hein. Je veux dire, l'amitié, c'est pareil. Le groupe, c'est une histoire d'amitié. Hein, sinon, ça marche pas. Et si l'amitié continue d'exister, c'est parce qu'il y a une forme de confiance. Je le disais tout à l'heure, c'est pas un mot anodin. C'est comme dans un couple. Hein. Lorsque la confiance est rompue, le couple, il tient plus longtemps. Mais dans un groupe, en amitié, c'est pareil. À partir du moment où on a la confiance, on peut avoir une interprétation qui est différente. On peut avoir des goûts différents, des choix différents. Mais il faut les accepter. Parce que plus jeune, on a plutôt tendance à vouloir chercher les gens qui pensent comme nous. Mais en même temps, on s'emmerde si on est tout le temps avec des gens qui pensent comme nous. Donc il faut une personnalité complémentaire avec des champs d'intérêt qui sont différents, des choses sur lesquelles on se retrouve. Mais au moins, il y a des choses à discuter puisque ça prend des choses différentes parce qu'on a des univers d'intérêt qui sont un peu différents. Et ça crée des personnalités, ça crée des amitiés, et ça crée des histoires de vie. Ah, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que bon, nous avons atteint la cinquantaine. Forcément, il y a une sorte de sagesse. Le fait d'être sage, ça nous permet de faire ses mea culpa, chose qu'on ne fait pas quand on est jeune. On est plutôt dans la querelle. Non, savoir faire son mea culpa, c'est important aussi. Donc après, les choses reviennent dans un état normal et puis on peut continuer à travailler et planter. Puis comme disait Don Mathieu, on se connaît, on connaît bien. On a des choses différentes, on a beaucoup de convergences, mais on peut avoir aussi des divergences. Des fois, même sur point de vue, sur la société, etc., on peut voir les choses. Il y a certains points sur lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord, mais on accepte que l'autre pense comme ça et l'autre pense comme ça. Ça, à la fois, c'est l'amitié et puis c'est la tolérance. Quand on veut parler de tolérance, ça, c'est de la tolérance. Puis avec le recul, et puis c'est quelque chose qui se construit en avançant, eh bien, on a pu mesurer l'un et l'autre qu'on n'était pas tordus. Voilà, il n'y a pas eu de mauvais coups, parce que évidemment, quand il y a un mauvais coup, ça peut laisser des traces. Voilà. Donc on peut avoir eu des incompréhensions, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été pour nuire à l'autre ou pour l'écarter. Voilà, c'est pas assez devant, non, pas l'idée. On a même plutôt tendance à vouloir mettre l'autre devant. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je sais que par exemple, quand je vois des jeunes qui ont du talent, qui chantent, que je sais qu'ils viennent nous voir à un concert, c'est quelque chose qui vraiment me fait vraiment plaisir de pouvoir les appeler, parce que je pense généralement qu'un jeune, quand on l'appelle, ou moins jeune, quelqu'un qui a même de la bouteille, qui chantait et qui vient nous voir, je me fais un grand plaisir de pouvoir faire monter sur scène et de partager un ou deux chants avec nous. Parce que je sais que ça va lui faire plaisir, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde et c'est notre façon de voir les choses. C'est une démarche qui est naturelle. Hein. Moi, je suis comme ça, on est comme ça, c'est-à-dire que on aime partager. On préfère souvent mettre les gens au devant de la scène et puis le laisser s'exprimer. C'est quelque chose qui nous est cher. Oui. C'est comme ça. On est comme ça. C'est très beau. Moi, je me souviens quand j'étais venue, quand j'étais toute jeune, chanter avec vous et vous étiez venus spontanément me faire les chœurs. Ça m'avait beaucoup touchée et je pense que les personnes qui ont eu l'occasion de chanter dans ces cas-là avec vous, quelque chose qu'elles ont reçu. Et qui chante, dont on sait qu'elle est venue et qu'on la voit et dont on sait qu'elle chante, on va la faire monter sur scène. Ça, c'est clair. Parce que moi, ça me ferait plaisir. Et je pense que, réciproquement, ça doit faire plaisir à la personne que l'on appelle pour chanter avec nous. Non, voilà. Puis c'est bien ce que tu dis là. Ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire dans la mesure où on peut apporter un petit plus, en plus, à l'interprétation de la personne qui est venue sur scène. Donc, ça a été ton cas. Ça a été le cas aussi en 2018. On avait fait Avignon Cantate, donc tournée des vignes. Et était montée sur scène une jeune fille qui avait 14 ans, qui jouait de la guitare électrique, qui s'accompagnait, Chiara Manen. Elle avait 14 ans, toute jeune. On l'avait fait monter sur scène. Elle a fait une première chanson toute seule. Et puis la seconde, c'était un standard assez connu. Et donc les musiciens sont montés discrètement derrière sur scène. Et dès le deuxième couplet, tous les instruments sont rentrés. Donc elle s'y attendait pas du tout. Et ça a été aux anges, quoi. Voilà. Ça a été un moment très très fort parce qu'elle était déjà très heureuse d'être là sur scène. Mais en plus d'être accompagnée par 4 musiciens derrière. Il y avait tout, batterie, basse, guitare, clavier. Donc ça a été un grand moment pour elle et pour nous parce qu'on voyait sa joie, c'était communicatif. Et ça, c'est aussi des choses qu'on aime faire parce que la musique, c'est comme le plaisir. Si c'est pas partagé, ça sert à rien. C'est pour ça que nous avons des musiciens. Nous faisons le choix de prendre à nos côtés des musiciens qui sont à la fois de bons musiciens qui, dans la mesure du possible, nous allons faire en sorte de prendre de très bons musiciens, pourquoi pas, ou des bons musiciens, mais qui ont qualité humaine requise aussi pour pouvoir partager les choses avec nous, au moment, et puis non seulement la musique, mais la vie, parce que quand on vit en groupe, on partage aussi sa vie. Voilà, il y a des moments où on vit ensemble, on part en voyage ensemble, on va faire résidence, on va déjeuner, dîner ensemble, etc. Donc c'est une vie de groupe, c'est la vie tout un chacun, et c'est pour ça que les musiciens avec qui on travaille et avec qui on a travaillé sont généralement des musiciens qui correspondent à notre façon de voir les choses, à la philosophie. Oui, en parlant de bons moments, quel est l'un de vos plus beaux souvenirs communs avec Arapa ?
Oh, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, oui. En termes, voilà, parce que le chant, c'est une aventure de vie, donc on a vécu des moments incroyables. Hein. Jacques parlait tout à l'heure de l'Asie centrale. On s'est retrouvé à Samarcande. Samarcande, d'entendre la radio qui passait. Et en fait, il parlait de nous, parce qu'on avait chanté à Tashkent la veille, et qu'on entendait parler en russe, ou je sais plus s'il parlait en russe ou en local. Et donc on entend Mandolin, Antoine Albertini, bon, on entend des choses comme ça. On savait qu'il parlait de nous. On était à 400 km de Tashkent, et sur la route de la soie, quoi, perdu au bout du monde, et il parlait d'arabe à la radio, quoi. Bon, ça, c'est un truc surprenant. Et après chaque concert, des gens qui attendaient, qui faisaient la queue pour avoir un autographe. Ouais, le concert de Tashkent était très émouvant. Ouais. En général, de façon culturelle, traditionnelle, les jeunes filles qui t'amènent une rose après le concert, qui viennent vers toi, qui demandent un autographe. Voilà, c'est magnifique. C'est le moment inoubliable, hein, pour l'Olympia. Ça a été quelque chose de fabuleux. Quand tu es derrière le rideau de l'Olympia qui va s'ouvrir et que tu as le public devant toi et que maintenant on est dans le vif du sujet, ça a été des mois et des mois de préparation et qu'on a 2 heures pour présenter ce que l'on a préparé, y mettre tout notre cœur et tout notre travail, et que encore derrière le rideau qui va s'ouvrir, ça c'est des moments inoubliables parce qu'on est quand même dans une salle mythique, un public qui a fait le déplacement, qui est venu de tous les coins. Il y en a qui ont pris l'avion, qui sont venus de Corse. Il y a des gens qui nous suivent depuis toujours, depuis la création, qui habitent ailleurs qu'en Corse et qui nous suivent encore et qui sont venus nous voir. Donc ça c'est des moments inoubliables. Voilà, ça c'est... Le Léman aussi. Léman en Suisse aussi, où nous avons chanté la salle du Léman. Puis rencontre avec les Kilapayoun, par exemple, des groupes, comme disait Domathieu tout à l'heure, des gens devant lesquels on s'assoit et puis on écoute leur travail remarquable sur la voix, sur l'harmonie, sur la musicalité. Voilà, on est là et on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Et voilà. Si on devait énumérer tous les moments oubliables, il y en a tellement. Il y a ceux qui sont inoubliables justement par des émotions positives, etc. Puis il y a ceux qui sont inoubliables. De temps en temps, on dit avec Jacques, un jour on va écrire un livre, mais de tous les ratés, quoi. Ou de tous. Oui, vous voulez bien nous en partager un en nous disant qu'est-ce que justement vous avez appris sur vous, ou alors au contraire à ne plus jamais reproduire de la situation, parce que ça, beaucoup de chanteurs peuvent être confrontés à des ratés. C'est-à-dire que une fois, on était invité sur les conseils de quelqu'un qui fait de la radio depuis pas mal d'années, nous produire, arriver là-bas. La scène, c'était 2 palettes de bois sur le sable. Les chaises, elles avaient été mises donc sur le sable, donc dès que tu t'asseyais dessus, elles s'enfonçaient. Une organisation, mais alors, voilà, c'était le traquenard des traquenards. Et on arrive au bout, la personne qui nous avait invités dit, vous verrez, on a déjà 500 réservations, etc. Et puis le soir, en fait, il n'avait fait aucune pub et il était parti chez lui. Bon, on ne spoilera pas plus. Hein. On n'ira pas plus pour pas faire reconnaître les personnes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être tout terrain. Parce que justement, quand on chante comme ça, on rencontre des situations ubuesques des fois. Mais il faut pouvoir faire face, chanter sous la pluie, chanter dans des circonstances très, des fois pénibles, hein, difficiles, des problèmes de son, des problèmes de sono, des problèmes de retour. Quand on a des problèmes de retour, qu'on s'entend pas, c'est très difficile de chanter. On peut arriver même à détonner, à chanter faux. C'est un truc de fou. Et les gens, ils comprennent pas parce que eux, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent rien entendre. Donc, lorsqu'on s'entend pas, moi, je sais que j'ai eu, à un moment donné, je suis même à la période de l'Olympia et du Léman, pour chanter Sintiné, dès au début, donc, il y a des nappes au clavier, des graves, et en fait, il y avait des infrabasses qui m'assourdissaient complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était parti la nappe, dans mon retour, en fait, il passait des infrabasses qui m'assourdissaient, comme si j'étais, je sais pas, quelque chose. En plus, j'étais même pas conscient. On me l'a expliqué après. Et du coup, je ne m'entendais plus chanter. Mais c'est pas parce que je chantais pas ou que le retour n'y était pas. C'était que ces ondes-là m'avaient carrément coupé l'ouïe, quoi. Et j'ai mis 2-3 concerts avant de régler le problème. Parce que je savais pas d'où ça venait. Mais j'ai terriblement surpris parce que je m'entendais plus chanter. Alors que le retour sonore y était, hein. Mais mon oreille était complètement azimutée par ces infrabasses-là. Bon, c'est des choses qu'on apprend en route. Des fois, voilà, ça arrive, ça s'en va, on sait pas pourquoi. Mais en attendant, quand ça arrive, ça pose problème, hein. Donc, voilà, il faut faire avec aussi, hein. Donc, enlever le retour, mettre la main à l'oreille, compenser, transpirer parce qu'on sait pas ce que ça va donner quand même. On sait plus si on est juste, si on est faux parce qu'on s'entend plus. C'est un truc de fou, ça. Donc, bon, voilà. Mais donc, faut être tout terrain, se faire confiance, regarder les autres, se dire que bon, si jamais je suis à côté, ils vont me regarder en disant que tu es à côté. Parce que peut-être faut l'entendre. Voilà. Donc, il y a des doutes comme ça. Bon, mais voilà, ça fait partie de cette vie-là, hein. Oui. A mamma gli venti ha scavalcati sovidoli, l'aria più chete si può sentire anche cantare, novembre di loro stringi i cori, cinque tupemo mausoli alta va dormi. Come sospesi
dagli spiri pesa storie. Due o tre casci cercano un parabola, anche castagno, paradiso vrondi, come tant'occhia sguarda lampatinda. Un merudancia incirrati rossori, e l'arbitone mi si sova caruda, uri sciolto, mi so splendori, u ben angrano sparriso ganne d'inda. Ja la vorresta si consuma di colori, sa pronto scambia ogni vata te si là, novembre di loro e mutagori, ti stringi in seno mausoli galava, Carenduleri insegna l'ora da bruccorir, illuminera presto da nuso parla, novembre di loro e filagori. O taramea quanto tu sei bella, Le nom du groupe. Alors le nom du groupe, en fait, c'est une colline qui se situe entre Portivecchio et Bonivaggio, à peu près à 300 mètres d'altitude. C'est un grand plateau sur lequel est installée une famille aux environs de 1763 à peu près. Cette famille, en fait, était constituée d'une mère et de ses 4 enfants, 4 garçons, qui est arrivée de Surbouda, donc dans l'Altarocque. Et pendant des années, ils ont vécu sur ce plateau. Je pense que le fait d'être sur un point culminant à l'époque, comme ça l'a toujours été, jusqu'à l'arrivée des satellites, il valait mieux être en haut qu'en bas pour voir ce qui se passait autour, pour visionner donc 360 degrés. Et donc cette famille s'est installée là. Et ensuite, petit à petit, d'autres familles se sont greffées. Donc les enfants ont eu des femmes, forcément. Et ils ont fondé les villages de Saparelli et Chera. Isaparelli est né en premier. La première maison des Cuglioli se situe dans ce village-là. Et ensuite, Chera a été fondé un peu plus tard. Mais Arapa, on pourra dire que c'est un lieu qui appartient vraiment à une famille dans le sud, qui est la famille des Cuglioli, dont je suis issu. Voilà. Et dont tu es issu d'ailleurs, Clémentine. Oui. Donc, pour la petite histoire, Isaparelli, dans la traduction littérale, ce sont les petites grottes. Chera, on n'a pas la traduction, mais Cher en occitan, ça veut dire pierre, granit. Donc, comme c'est une région très granitique, on peut supposer que le Chera vient de ce mot-là, vient de cette origine. Akeda, c'est la maison. Hein. Et Akeda, c'est la maison. Donc, comme c'est un dé qui est liquide, de Keda, Akeda, Chera. Il y a plusieurs versions. Hein. La version que l'on m'a donnée il y a quelques années, c'était peut-être donc cette origine-là, ou comme le dit Don Mathieu, Akeda. La maison. La maison de granit, en tout cas, tu sais très bien que les maisons étaient faites de granit. La famille Cuglioli, pour la signification du nom, ce serait, selon certains, les porteurs d'eau, qu'à l'époque, ils allaient chercher l'eau, ils l'amenaient dans les foyers. Oui. Ou alors, des gens qui vivaient naturellement de cueillette et de chasse. Voilà, donc l'origine du mot Cuglioli. Le mot Arapa, en lui-même, n'a pas vraiment de signification, on n'a pas retrouvé la signification, mais c'est un nom que l'on retrouve partout dans le monde, et notamment en Amérique du Sud, donc du côté du Pérou, on a au Venezuela, on l'a même en Asie centrale, on peut le retrouver aussi en Russie, comme en passant par la Grèce. Donc c'est un nom qui signifie des choses différentes selon l'endroit où l'on se trouve. Qui est corse et qui est en même temps universel. Alors, Corse, ça nous a toujours étonné parce qu'Arapa, juste à côté, tu as un autre endroit très ancien, dont on connaît pas l'origine, qui s'appelle Maracara, avec l'accentuation sur la dernière syllabe, chose qui se fait rarement en Corse, en fait. On a tendance à laisser couler la dernière syllabe. Là, on accentue bien, c'est pas Arapa, c'est Arapa et Maracara, qui sont deux lieux très proches,
qui se situe sur la terre des Cuglioli. Donc voilà pour la traduction, la signification d'Arapa, on la connaît pas exactement. Très bien, merci. Je mettrai tous les liens pour vous retrouver en barre d'infos, donc le lien de votre site internet, le lien de vos réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez annoncer des dates, une actualité? J'ai vu que vous alliez chanter à Abidjan. Oui, on sera le 18 mars à Abidjan, si d'ici là, pas le variant abidjanais. Voilà, là on sait pas trop comment ça va se passer. On est encore un peu comme il y a 2 ans. Hein. On est en plein doute. Voilà, on prépare la prochaine saison. Donc on a une résidence qui aura lieu entre le 21 et le 25 janvier où on va travailler 5-6 nouveaux titres, donc que nous n'avons pas encore enregistrés. Pour la prochaine saison, on en dira plus dès qu'on saura véritablement où on va, mais on a 2 pistes de tournée en Corse. Et après, évidemment, pour l'extérieur, c'est toujours à la demande. Et ce sont des choses qui se construisent peu à peu. Mais disons que pour l'instant, on travaille à 2 types de tournées en Corse et donc à cette résidence qui aura lieu fin janvier pour proposer un nouveau titre, c'est-à-dire renouveler un peu le spectacle par rapport à cette année. Chaque année, on essaye d'amener quelques titres en plus pour varier d'une année sur l'autre, que les gens qui viennent nous voir aient des découvertes. On va quand même parler de 4 musiciens qui nous accompagnent, puisqu'ils font partie aussi de la réussite du groupe Arapa. Nous avons donc avec nous une violoniste qui travaille à Ajaccio au conservatoire, qui donne des cours, qui est connue, qui est Vanessa Cahuzac, qui est violoniste. Nous avons à la guitare Julien Petit, qui est de Sartène et qui fait voyage entre Paris et Sartène et qui joue de la basse, de la mandoline et de la guitare. Nous avons l'accordéon Jérémy Loyer qui joue avec beaucoup de formation, qui est connu aussi. Oui. Jérémy à l'accordéon et puis aux percussions. Et puis, jeune qui vient d'arriver en Corse, il est arrivé il y a 6 mois, pianiste qui a travaillé à Marseille, longtemps à Marseille, qui s'appelle Brice Lebert. Même s'il ne nous connaît pas beaucoup, il veut s'investir à fond et ça, c'est tout en son honneur. Et puis, nous sommes très contents de l'avoir à nos côtés parce que c'est un jeune qui en veut vraiment travailler avec nous et qui essaye de tout faire pour que l'on puisse tourner ici et ailleurs. Voilà. Oui, puis il apporte un côté latin. J'ai vu sur Appena Corte où il y a un petit côté un peu à la Yuri Buenaventura. J'ai trouvé que ça vous allait très bien. En fait, il a travaillé avec des groupes de salsa, de cubains. Voilà, c'est un jeune qui est un peu touche à tout et qui a travaillé à Marseille avec des latinos et notamment avec des cubains. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de salsa, etc. Donc, il connaissait pas le répertoire corse, il connaissait pas, la musique, ce que l'on fait nous, s'apparente, ici aussi, on tire dans le traditionnel vocal, mais c'est de la variété, quoi qu'on en dise, c'est comme ça. C'est de la variété et donc quand il a écouté nos titres, il a adhéré dessus. Donc nous avons la chance d'avoir 4 musiciens qui aiment ce que l'on fait, ça c'est important. Et nous aimons la façon de jouer et puis leur personnalité. Ce qui fait qu'à 7, nous formons il y a une belle osmose entre nous 7. Oui, pour terminer, une question que je pose toujours à la fin du podcast. Qui aimeriez-vous écouter parler donc de la voix ou de son parcours sur le podcast parmi les chanteurs ou acteurs corse ou francophones? Moi je dirais Placido Domingo, même s'il n'est pas français. Ah, et pour le podcast, ça va être compliqué de l'interviewer. Je crois pas qu'il parle français. Mais c'est sûr qu'il aurait beaucoup de choses à dire. Mais tu sais, chanter les chanteurs qui sont partis de la variété, qui ont beaucoup travaillé, qui ont osé, à un moment donné, faire le pas. Ils ont été à la rencontre de Pavarotti à l'époque en Philadelphie, Roberto Alagna. Je connais un peu son parcours, par exemple, par rapport à un ami en commun. C'est Jean-Michel Panouz, avec qui nous avons travaillé, qui est un guitariste que l'on connaît, qui vit dans le Cap, qui a travaillé avec énormément de chanteurs français et corses. Là, notamment accompagné Roberto Alagna à ses débuts, quand il faisait du cabaret, qui chantait les chansons de variété, chansons napolitaines, etc. Et puis il a franchi le pas, il a beaucoup travaillé, il a fait la connaissance de Pavarotti. Et voilà, c'est un parcours assez édifiant, puis c'est parti on dit pas de rien, c'est pas rien le fait de... C'est vraiment une voix naturelle, il est pas né dans le milieu. Voilà, il part de la variété, et puis il travaille. Voilà, ça c'est quelqu'un qu'on aimerait avoir les conseils, parce que le parcours qui est de ce changement qu'il y a eu entre le moment où... C'est un jeune, je crois que si je me trompe pas, qui a vécu dans les banlieues, la famille sicilienne. Oui, je crois. Voilà, et puis voilà, il est arrivé là où il est arrivé, avec beaucoup de travail, certainement des difficultés, mais voilà, chapeau. Mais il est évident que si on pouvait avoir un de... Roberto Alagna. Oui, entre autres. Moi, j'aimerais beaucoup. Une fois, ils ont rencontré à Paris avec Roberto Alagna, on a fait une soirée improvisée, je sais plus, c'était dans une soirée, un restaurant, le dessus d'un restaurant, on était venus, on avait chanté, parce que c'est grâce à lui. Mais c'était une soirée comme ça, tellement improvisée, pas du tout dans un cadre professionnel, présenté parce qu'il le connaissait. Voilà. Et après, des chanteurs français, des chanteurs corses, le parcours d'Antoine Chose, par exemple, qui est encore là. Oui, c'est une légende, Hommage à Luc Vico, qui est décédé il y a 3 ou 4 jours. Luc Vico, qui était un chanteur de cette génération, il avait 83 ans. Nous avions un point commun, c'est qu'il travaillait, il faisait le même métier que moi. Mais il avait ouvert un cabaret dans les années 70, 80. Il était accompagné des frères Moracchini. Et j'étais tout jeune, j'avais été chanter chez lui. Et
voilà, on a sympathisé, il a beaucoup aimé ma voix et les frères Morakine m'avaient accompagné. À l'époque, je chantais notamment au Mal Camino, c'était au Mal Camino de Dominique Marfis et d'Antoine Chose. C'était une très très belle chanson. J'ai interprété cette chanson et voilà. Donc c'est cette génération-là, des chanteurs comme Tony Togg qui ne sont plus là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un comme Antoine Chose qui a un parcours extraordinaire, hein, avec... Oui, il est passé par l'opérette, je crois, au début. Hein. On peut parler d'une carrière. Voilà, Antoine Chose, il a vécu du chant. Quand il venait, tu sais, au début, j'en parlais, avant qu'il n'y ait les groupes, je me souviens, quand on faisait les fêtes de village dans les années 70-80, Antoine Chose, il est attendu comme le Messie. Quand Antoine Chose vient chanter à la fête de Figueres, où il y avait énormément de monde à l'époque, les fêtes de village, il y avait le bal, le tango, etc., mais on attendait le chanteur vedette, c'était Antoine Chose, et on avait l'impression que c'était, quand ils arrivaient des chanteurs comme ça, voilà. C'est une génération, c'est des chanteurs solos, dont Mathieu a bien décrit ce changement qu'il y a eu entre les chanteurs solos, les chanteurs comme Antoine Chose et les groupes. Il a bien décrit la situation à l'époque. Ma mère, elle me racontait que quand son père rentrait du travail, tous les jours, il mettait son casque et il restait 2 heures à écouter en boucle Antoine Chose. Il fallait pas le déranger. Parce qu'Antoine Chose, la façon dont il chante, il maîtrise très très bien le corse, la chanson corse. C'est quelqu'un qui est de Cazinque, qui a rencontré les plus grands poètes, les plus grands chanteurs, tous les frères Vincent, etc. Ça, c'est des gens. Tu et moi, on a la chance d'être dans une génération tremplin, si tu veux. Tu vois, on a pu connaître cette génération. On les a côtoyés, on a chanté avec eux, on a chanté Antoine Chose plusieurs fois, oui, à la Corse que l'on défend. Voilà. Oui, et toi, Don Mathieu, quel chanteur, groupe ou acteur corse ou francophone aimerais-tu entendre parler du rapport qu'il a avec sa voix, de sa carrière musicale, de l'inspiration, de la créativité, de la scène? Oui, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts. Parmi les vivants, il y a Bernard Lavillier, mais je l'ai entendu. Tu parlais tout à l'heure de la chanson À peine à corde. Je l'ai écrite à la manière de Bernard Lavillier. C'est-à-dire Bernard Lavillier. D'accord, oui, je vois maintenant. Oui, voilà, et Bernard Lavillier n'a jamais écrit sur Corto Maltese, et donc moi, ayant envie d'écrire là-dessus, il fallait un angle, un point de vue, une manière de, et je l'ai pensé à la manière de Bernard Lavillier. Alors bon, lui, je sais que c'est quelqu'un qui a eu une carrière aussi très riche, mais il y a eu une émission il y a pas très longtemps à la radio, justement, où il parlait de ses débuts. La voix, j'ai entendu un enregistrement des années 60 où on dirait Jean Ferrat, donc c'est rien à voir avec la voix de Lavillier. Il expliquait qu'il portait la voix parce qu'il chantait des endroits qui n'étaient pas sonorisés, donc il fallait porter la voix. Voilà, sinon, en Corse, on connaît tout le monde. Je pense que voilà, la personne a certainement à voir rapidement, c'est Antonio Chose, parce que lui, justement, il est témoin de 60 ans, moins de, c'est pas plus, 60 ans, 65 ans. 65 ans de carrière. Du coup, c'est une carrière avec la connaissance du milieu corse à Paris. Enfin, je dis le milieu corse, c'est les Corses, pas le milieu, en tant que milieu. Voilà. Il y a ça, je pense que pour la Corse, c'est lui. Il y aurait quelqu'un comme Petru Guelfucci, évidemment, aurait été très intéressant. On parlait des gens qu'on écoutait, etc. Il y a, quand le pauvre Anton Albertini nous a quittés en 2006, on a fait une soirée à son hommage et descendu le fils de Petru Guelfucci. Qui a une voix magnifique aussi. Voix pétrousante, etc. Des amis, donc, d'Antoine, qui sont aussi des chanteurs, donc, de ces montagnes-là. Et ils ont continué la soirée après, dans un bar à vin d'un ami. On a continué comme ça toute la nuit. Et ils nous ont chanté le répertoire traditionnel qu'on ne connaissait pas nous-mêmes. Et ben, on s'est assis, on a écouté. Voilà. On n'a pas essayé de dire, on va repasser autre chose, on reprend les guitares. On a passé un moment extraordinaire parce que justement, on avait accès à quelque chose qui était rare, qui n'était pas évidemment commercial, c'était pas forcément un truc commercial a priori, mais par contre, ça, c'est une émotion exceptionnelle, voilà, exceptionnelle. Merci beaucoup pour ce moment. Alors, merci à toi. Merci à toi. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. La clé de la voix sera en rediffusion sur les plateformes de podcast pendant les vacances de Noël. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Nourik, qui nous parlera du chant de Zigane et de bien d'autres choses. Je vous donne rendez-vous pour un épisode inédit mercredi 5 janvier sur vos applis de podcast et sur YouTube, et le jeudi 20 janvier pour une conférence sur la psychophonie avec la Maison de la Voix. Per come favosiza
Ore siete gioia e riso, e tutti sconsolati, e tutti tribulati, l'unica de tutti tribulati, l'unica speme. Noi dai nemici nostri, a noi da e poi l'eterna gloria e paradiso, e poi l'eterna gloria e Buonasera. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités, retrouvez-moi sur Clémentine Copoline sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix, je vous souhaite une belle pratique vocale.